Je vais vous inviter, conformément à l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, à prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vais donc vous inviter à lever la main droite et à dire « Je le jure ». Je vous remercie et je vous laisse la parole pour votre propos liminaire. Alors, votre micro, si vous voulez bien appuyer, je vous en remercie. C'est bon là? Voilà. Merci Monsieur le Président, nous sommes presque réconciliés, vous et moi. Nonobstant la présence nocturne de ce policier venu me remettre une convocation, je sais que vous n'y êtes pour rien, mais auparavant vous aviez commis une erreur. La convocation était arrivée au bureau du groupe président, du groupe insoumis. Or je vous rappelle que le règlement nous interdit absolument de faire travailler nos collaborateurs de groupe pour un parti politique, y compris pour des tâches de secrétariat. Donc je n'étais pas informé, je le fus soudainement, je vous en voulais beaucoup. Vous m'avez envoyé une lettre extrêmement aimable et je vous en donne acte. Nous avions décidé de vous boycotter. Et vous savez pourquoi? D'abord parce que l'intitulé de la commission était insupportable, on y mettait en cause notre parti. C'eût été c'est pas que ça nous aurait dérangé, nous sommes capables de faire face à toutes les adversités, mais il y avait tout de même un problème. Comment en France, une commission parlementaire interroge un parti pour voir s'il est conforme aux lois de la République? C'est absolument inouï. Ça ne s'est pas fait grâce à la sagesse de la commission des lois et il faut l'en remercier. Cependant, je me suis interrogé, alors je termine pour les raisons, ensuite le bureau a été constitué dans des conditions qui ne convenaient pas au groupe parlementaire, puisqu'il ne se sentait pas représenté, et puis parce que les auditions qu'il avait souhaitées, mais vous venez de donner votre avis sur le sujet, n'étaient pas possibles. Donc la décision était prise, c'est celle du groupe, ça ne me regarde pas. Je me suis demandé pourquoi vous m'invitiez moi, et comme je ne trouvais pas de raison, eh bien je me suis attribué l'intérêt que vous avez pour mes capacités intellectuelles de coprésident de la Boétie. J'ai écrit d'innombrables articles, éditos, livres et autres sur la question de la laïcité au cours, disons, des 3 dernières décennies. Et donc je me sens capable d'éclairer les points de vue, d'éclairer le point de vue sur des sujets qui sont en effet très délicats du point de vue des principes, car la France est une terre de vieilles guerres de religion. Et par conséquent, elle doit, plus qu'une autre nation, être prudente et se souvenir des leçons du passé. La guerre de religion, c'est sous l'Ancien Régime 11 expulsions des Juifs de ce pays. C'est l'invention par le supposé Saint-Louis, en réalité Louis IX, de la rouelle, des incendies de Torah et de l'expulsion des Juifs. Ensuite, ce furent les guerres de protestants et de catholiques, 2 siècles et un quart à peu près, dans des conditions effroyables. Dès lors, la laïcité dans notre pays n'est pas le résultat d'un colloque savant, elle est un accomplissement au terme d'une histoire où l'on a auparavant tout essayé pour essayer de s'en passer. Le massacre mutuel, l'expulsion, j'ai parlé des Juifs, mais les protestants sont partis à plus de 200 000 lorsque l'édit de Nantes a été aboli. Et pour notre malheur, ils ont été enrichir des pays qui ensuite nous ont mené des guerres implacables. Donc, j'ai pensé que c'est à cela, et j'espère que c'est à cela qu'on m'appellera dans un instant à répondre aux différentes questions. Mais je ne peux manquer de vous taquiner et de vous demander pourquoi vous n'avez pas dans vos auditions consulté des personnes qui me semblaient d'un plus grand intérêt que moi sur le sujet que vous avez bien délimité. Vous avez dit on ne parlera pas de l'islam, etc. Nous parlons d'un fait, une menace, dont je reconnais l'existence évidemment, au milieu de bien d'autres, mais elle existe. Et donc la France doit faire attention, agir avec intelligence, et dans un instant j'y viens. Mais pourquoi ne pas avoir auditionné, par exemple, vous avez auditionné les rapporteurs, M. Courtade et M. Gouillette. M. Gouillette est un grand ambassadeur de France, qui a été le représentant de notre patrie dans de nombreux pays du monde musulman et qui connaît bien son affaire. Et dès lors, moi j'attache beaucoup d'intérêt à ce qu'il a dit et au rapport. Je l'ai lu, je l'ai trouvé intéressant, mais je suis presque obligé de vous dire, n'y voyez pas mal que vous êtes hors sujet. Car dans le rapport, il n'est pas spécialement question des frères musulmans. La question s'est concentrée sur eux et dans un instant, je vous demanderai pourquoi sur eux. Car des confréries dans l'islam, il y en a de toutes sortes, c'est propre à l'islam même. L'islam n'est pas un système vertical comme l'Église catholique, avec un organe qui dit la vérité à laquelle il faut adhérer, sous peine d'être excommunié, ça n'existe pas. C'est pourquoi, sur tous les sujets dans l'islam, il y a toujours discussion. Et les savants de l'islam sont ceux qui rendent compte des points de vue à propos de telle ou telle question dans la religion.
pardon de faire cette parenthèse, mais je me suis intéressé à la vie intellectuelle des religions pour la raison qu'elles ont contribué à la formation de la culture nationale des Français. Nous avons combien de temps et de discussions de toutes sortes entre savants catholiques pour savoir si telle ou telle encyclique du pape était hérétique ou pas. Je vous rappelle Philippe le Bel qui fait se prononcer la Sorbonne sur la question de savoir si le pape Boniface a le droit d'ordonner de percevoir un impôt en France. Et les savants étaient bien embarrassés d'avoir à obéir à la fois au roi et au pape. Je passe cet épisode, j'y reviendrai si vous voulez, il est tellement savoureux. Mais enfin, des personnes qualifiées pour bien comprendre de quoi il s'agit. Nous avons avant tout besoin de science et de compréhension de ce que nous affrontons. Quand nous affrontons des terroristes, notre intérêt est de les séparer du reste de la population et de ne leur valoir aucune sympathie. Et il faut comprendre que dans leur stratégie, il est prévu que nous nous emportions au point que nous confondions tout. La religion dont ils se réclament, à tort si l'on en croit les savants musulmans, la religion dont ils se réclament, les actes qu'ils posent, etc. C'est ça qu'ils espèrent. Qu'on s'entretue entre nous, qu'on commence à se disputer entre Français, parce que celui-ci n'est pas de la bonne religion ou celui-là. C'est aussi vieux que la guerre de religion. Entre catholiques et protestants, chacun imputait à l'autre une connivence avec l'étranger, qui existait d'ailleurs. La Ligue de Condé est liée aux Espagnols. Et de même, le parti protestant est lié aux nouvelles principautés protestantes des innombrables Allemagnes qu'il y avait à l'époque, comme c'était un délice. Bien. C'est cousu de fil blanc, ça a toujours été comme ça. Et les violences de l'un servent à justifier les violences de l'autre, tout le temps. Les terroristes ne font que ça. Espérer que, en dénonçant leur activité, on en vienne à la confondre avec l'islam, et que dès lors, entre Français, musulmans, non-musulmans, etc., nous affrontions. Donc il faut travailler avec vigilance à l'unité du peuple français. C'est notre tâche permanente à nous, l'unité du peuple français. C'est pour ça qu'existe la loi laïque de 1905 et qu'il nous revient à tous, quel que soit notre parti, de la faire vivre dans son intelligence spécifique. Alors, la loi de 1905 et la laïcité, redisons-le pour ceux qui nous écoutent à cet instant, ce n'est pas un athéisme d'État. La laïcité, ce n'est pas l'interdiction de ceci ou cela, c'est une loi de liberté. Et d'où vient-elle ? De la bataille qui est immédiatement commencée entre catholiques et protestants, puisque le roi venait de Dieu et de sa décision, alors de laquelle des deux religions procédait son autorité. Très vite, les rois s'aperçoivent que de cette histoire, ils ne sortiront pas indemnes. Et ils commencent par dire, eh ben attendez, nous on est les rois de tous les sujets. Non, c'est pas, ça s'est passé comme ça. Et il a fallu que tout ce cheminement du siècle, des siècles, 2 siècles et 19 ans, vous avez ensuite un parti royaliste qui se fiche complètement de savoir qui Dieu a choisi. Et ils disent la loi française, c'est la loi salique, l'aîné de la branche aînée est roi de France. On ne se soucie pas de savoir d'où il sort. Patatras, il était protestant. C'est Bourbon de Navarre. Et il a fallu surmonter ça. Et puis il y a la Révolution, et puis il y a la Commune, j'en passe. Mais c'est pour vous dire, le problème auquel nous sommes confrontés n'est pas nouveau, et nous devons tenir compte des enseignements du passé, ayant pour objectif l'unité des Français. Donc pourquoi n'avez-vous pas, puisque là vous êtes en train de faire la chasse aux extrémistes, pourquoi ne pas avoir consulté M. Lang, qui est le président de l'Institut du monde arabe, qui a une très grande science et compréhension de ce qui se passe dans le monde islamique, ou M. Bernard Cazeneuve, qui lui a vécu en première ligne l'attentat épouvantable qui a meurtri notre patrie si profondément au Bataclan. Ou bien, tenez, et j'arrêterai, là c'est la taquinerie. M. Wauquiez, c'est lui qui a inventé cette commission, il s'y est tellement mal pris qu'il a fallu en changer le nom. Et pour finir, il vous abandonne, il vient même pas là. Il a peut-être des idées, c'est lui qui a inventé l'idée que nous serions responsables, nous, les insoumis, de je ne sais quelle connivence. Où est passé M. Wauquiez? Pourquoi ne vient-il pas ici? Pourquoi ne vous supplie-t-il pas, Président, de pouvoir venir vous tenir informé de ce qui l'a motivé à nous pourchasser comme il le fait? Je passe à propos de M. Retailleau ou de M. Hollande, qui étant président de la République, ayant avoué publiquement qu'il avait pris des décisions extrêmement rudes à l'égard des ennemis de notre pays, si vous voulez bien vous souvenir de ce à quoi je suis en train de faire allusion. Bref, voilà. Si vous voulez interroger des gens qui ont des liens avec les terroristes, interrogez les membres du Rassemblement national, mais je veux immédiatement préciser ceci. Je ne suis pas en train d'accuser le Rassemblement national d'avoir un lien avec le terrorisme. Mais 2 de ses membres ont été pris la main dans le sac, l'un à vendre des armes, l'autre à aider le travail. Je précise bien, je n'en accuse pas le Rassemblement national, je ne l'ai jamais fait.
Je fais preuve de mesure. Mon domicile a été entièrement saccagé. Et sur tous les murs, il y avait des slogans du Rassemblement national. Je n'ai jamais accusé le Rassemblement national d'avoir décidé cette agression, car je ne le crois pas. Voilà pourquoi je ne crois pas que le Rassemblement national soit un mouvement qui soit lié au groupe terroriste. Cependant, les connexions existent pour des raisons qui sont idéologiques et il faut les comprendre. De telles connexions n'existent pas pour nous, puisque par définition, nous sommes un mouvement qui postule que la similitude des êtres humains crée leur égalité en droit. Dès lors, tout ce qui s'apparente de près ou de loin à des distinctions qui reposent sur autre chose, nous les combattons toujours. Nous les combattons au sens de nous ne voulons pas qu'elles deviennent des règles politiques. Alors, me voici tout de même devant vous. Alors, vous pouvez vous en étonner après ce que je viens de vous dire. Mais je vais vous dire pourquoi. Eh bien, parce que votre commission a déjà produit les documents qui nous innocentent absolument. Qui? Tous les responsables de services de renseignement du pays que vous avez entendus. J'ai lu les comptes rendus. Aucun ne dit qu'il y a un lien entre nous et les islamistes. Ils disent même le contraire. Aussi bien s'agissant des frères musulmans qui sont en cause dans ce qui nous occupe présentement, eh bien le rapport de M. Courtade et de M. l'ambassadeur Gouillette dit, il ne peut pas être plus clair. Au niveau français, dit M. Courtade, je ne connais pas de stratégie constituée d'influence de la mouvance frériste auprès des partis politiques. À l'heure actuelle, certains militants islamistes politiques qui n'agissent pas nécessairement sur ordre mènent au niveau local des stratégies d'influence, parfois d'obtention d'avantages, voire d'emprise. Mais, dit M. Courtade, je répète que nous n'avons pas observé ni documenté ou étudié une stratégie d'influence au niveau national sur les partis politiques. Alors, à plus forte raison, sur nous. Ceci vient de votre compte-rendu, pas de nos investigations à nous, car nous en menons aussi. Et je vais vous en dire un mot pour vous mettre en garde contre ce qui vous arrive. Alors, pareil, les responsables de renseignement français ont dit, nous, on n'a pas vu ça. Mais c'est le moment pour moi, maintenant, de vous mettre en alerte. Quelque chose se passe d'un peu bizarre dans ce pays. Le député insoumis Carlos Bilongo, Martins Bilongo, est rapporteur sur la préparation de la condition de la COP28. Une activité parmi d'autres traditionnelles chez les parlementaires. Le voici qui se rend là-bas, aux Émirats arabes unis, et dans son rapport mentionne le fait qu'il trouve surprenant, il n'accepte pas l'idée que le responsable de la COP28 soit lui-même un responsable d'une compagnie pétrolière. Bon, il rentre, et il s'est voué une haine apparemment absolument indépassable, et voici que se mettent en mouvement des services de renseignement qui noyautent ici, là, et en particulier l'administration française qui se met à pourchasser M. Bilongo pour une histoire assez confuse. Je vous renvoie à lui. Mais M. Bilongo a été mis en cause par un service d'intelligence ennemi. Ennemi, puisque personne n'est autorisé dans ce pays à nous espionner ou à nous manipuler. J'ai le souvenir heureux de M. Charles Pasqua, qui avait expulsé, je lui ai dit une fois, tu as expulsé 47 diplomates, Charles. C'était des diplomates américains. Et il m'avait répondu, pas du tout, moi, j'ai expulsé 47 espions. Voilà comment, depuis toujours, les Français n'ont jamais admis, y compris des puissances amies, qu'elles se mêlent de nos affaires. Par conséquent, nous avons protesté. Que s'est-il passé? Rien. Là-dessus, nous voici partis avec un sondage qui donne lieu à toutes sortes de commentaires dans la presse en disant il est manipulé. Qui l'a fait? Vous avez reçu 2 personnes. Président, il est important, monsieur le rapporteur, monsieur le président, que vous sachiez qui vous a recommandé d'entendre ces 2 personnes. Car elles sont liées à un journal qui n'existe pas, mais qui est distribué gratuitement à l'Assemblée nationale. Et ce journal est lié à un fonds qui lui-même est lié aux Émiratis. Tout ça est expliqué dans les documents que je viens de vous transmettre, non pas de nous, les Insoumis, mais du Monde, de Mediapart et de Orient 21. Par conséquent, et que se passe-t-il? Je m'empresse de dire aux Émiratis qui éventuellement m'écoutent que je n'ai rien contre eux ni l'affaire et n'en veux pas. Mais il n'empêche qu'ils ont manipulé. Ils ont manipulé et ils se donnent pour objectif, c'est l'objectif de ce journal, écran de veille, de provoquer des débats publics. Et c'est eux qui, par compétition avec le Qatar, ont imaginé qu'il fallait mettre en cause des frères musulmans pour mettre en cause le Qatar. Sans doute y a-t-il des frères musulmans en France, bien sûr. Il y a de tout en France, sur tous les sujets.
Et par conséquent, pourquoi n'y aurait-il pas des frères musulmans? On dit, d'après le rapport, qu'il y en a dans 8 mosquées. Il y en a 2600 de mosquées en France. Par conséquent, rien d'autre que ce qu'on doit regarder en faisant attention et surtout en évitant de se donner en spectacle pour donner de l'importance ou de la visibilité à des choses qui parfois n'en méritent pas, si on veut vraiment qu'elles n'en aient pas. Voilà pourquoi je vous mets en garde. Je vous dis, comme en tant que compatriote, attention, il y a une puissance extérieure à la France qui manipule et s'ingère dans toutes sortes de circonstances pour mener ses comptes avec le Qatar. Mais c'est normal. Dans le monde, ce qu'on appelle le monde musulman, et là personne ne m'en voudra d'appeler le monde musulman, Qatar et Émiratis, qui sont 2 pays parmi les 24 qui mettent l'islam, c'est-à-dire la religion, dans leur constitution. Il y a des luttes d'influence. Ce que je n'accepte pas, c'est que la France soit le terrain de jeu de ces luttes d'influence. Et que, de manière tout à fait, j'en suis absolument persuadé, honnête, comme vous l'êtes, par vigilance, vous vous trouviez impliqué là-dedans, à aider des manœuvres auxquelles aucun d'entre vous n'a jamais eu idée de participer, si peu que ce soit, et y compris à cet instant. Voilà pourquoi je crois que nous avons, le groupe Insoumis a déposé son article 40. Me permettez-vous maintenant, sur les mots, de vous dire encore une ou deux choses, ou bien pensez-vous passer tout de suite aux questions? Je vais vous proposer de le dire très rapidement, de qu'on puisse avoir un échange. Si vous avez entendu. Alors, la première, je vais presque vous répéter, Président. Et il faut que ceux de nos compatriotes qui nous entendent sachent que vous, moi, monsieur le rapporteur, d'autres ici, qui ne sommes d'accord sur rien, sommes au moins d'accord sur ce point. Nous ne confondons pas l'islam et l'islamisme. Et nous ne confondons pas l'islamisme avec le terrorisme. Je le leur dis, me faisant le porte-parole de tout le monde ici, au nom de ce pays. Nous ne confondons pas. Et dès lors, une fois qu'on a dit ça, c'est simple. L'islam est une religion, l'islamisme est un fondamentalisme qui, en gros, a 2 branches. L'une qui est quiétiste, qui dit de toute façon, nous, on ne s'occupe pas de tout ça, on ne s'occupe que d'une chose, veiller au respect de la loi de Dieu que nous pratiquons dans notre intimité, dans notre maison, dans nos manières de faire. C'est pas si loin de l'idée que nous-mêmes on peut accepter sans aucune difficulté. Et d'autres prétendent en faire des lois politiques. Et d'ailleurs, il y a des pays, comme la Turquie, qui se réclament de l'islamisme politique. Alors là, nous sommes en désaccord complet, nous Français, parce que nous ne croyons pas à ça, pour la raison que j'ai invoquée tout à l'heure, qui est que nous séparons la religion de la politique. Mais aujourd'hui, 60% de nos compatriotes ne pratiquent pas de religion, si bien que la majorité du peuple français n'a pas été confrontée au voisinage de la pratique religieuse. Dans ma génération, le christianisme et le catholicisme étaient extrêmement présents au village, à la ville. On croisait sans arrêt des fois des gens en uniforme religieux, tout ça n'existe plus. Et nous étions obligés, pour ceux d'entre nous, par exemple, qui étaient des catholiques ou des protestants, croyants, pratiquants, qui allaient à la messe, mais qui allaient aussi au Parti communiste ou au Parti socialiste, de voir comment on accordait tout ça. Ce que la population n'acceptait pas toujours. Bref, nous séparons et nous ne confondons pas, nous discernons. Le terrorisme est une forme d'islamisme meurtrier qui est une stratégie de combat. C'est-à-dire, par le terrorisme, provoquer l'effondrement de la société, se déchirant entre elles-mêmes. Mais nous devons étendre la réflexion, et moi je l'ai toujours dit pour ma famille politique. Il y a le terrorisme, bien sûr. Le mot ne veut pas dire la même chose dans des circonstances de résistance. Les résistants français étaient traités de terroristes. Et dans d'autres situations. Mais d'une manière générale, la lutte militaire violente, quel que soit le cadre dans lequel on est, à l'intérieur d'une société, est désapprouvée. Nous, comme mouvement, nous combattons toutes les formes de violence islamiste ou même de gauche. Un point encore, et j'aurai fini pour cette introduction. Je veux vous parler des conditions dans lesquelles, je vous l'ai dit en début, la laïcité est née de la nécessité de la liberté du culte. La laïcité est donc d'abord protectrice de la liberté du culte, pas de son interdiction. Et dès lors que cette confrontation permanente à l'exercice du culte est posée à un Français, c'est toujours un sujet pour lui un peu plus délicat que pour d'autres, qui acceptent que l'on colle côte à côte dans des ghettos toutes les croyances. Nous, Français, nous ne condamnons jamais une opinion. Nous condamnons une pratique. Ce sont donc toujours des actes et des pratiques. Pour le reste, la liberté de conscience est absolue. Et d'ailleurs incontrôlable, vous le savez aussi bien que moi. Nous ne pouvons donc combattre que des actes. Et dès lors, la laïcité ne combat que les pratiques interdites par la loi. Point final. Et quand les Américains ont inventé cette idée que nous pourchassions les religions
parce que nous avions une querelle avec une secte. Nous leur avons dit, nous n'avons aucune querelle avec quelque secte que ce soit. Hein, il s'agissait de celle de Scientologie. Nous ne faisons qu'une chose, punir les escroqueries. Voilà comment les Français abordent cette question. Merci. Merci, Monsieur Mélenchon, pour ce propos liminaire. Quelques éléments rapides d'abord avant de vous poser les questions concernant la convocation. Voilà, elle a été envoyée dans les mêmes formes que pour Mme Tondelier. Ça a été plus rapide avec Mme Tondelier, mais nous sommes satisfaits que nous puissions nous rencontrer aujourd'hui. Alors pourquoi vous, parmi les invités, encore une fois, nous ne sommes pas un tribunal, donc nous n'accusons pas telle ou telle personne. Il faut être très clair. Ah, voilà qui est bien. C'est simplement par rapport à la fois, bien sûr, aux responsabilités que vous avez eues dans le parti LFI étant fondateur, et puis c'est également votre éclairage, votre histoire dans la gauche, et notamment des évolutions que vous avez pu avoir. On va pouvoir y revenir sur des sujets comme le voile, etc., où ça peut effectivement nourrir notre réflexion. Pour le choix des auditions, les frères musulmans, c'est le titre d'ailleurs du rapport du ministère de l'Intérieur. Ça a été choisi là-dessus. Ils indiquent bien dans le rapport que les frères musulmans sont plutôt en décroissance d'influence dans notre pays, mais que leur stratégie d'entrisme est celle qui inquiète le plus en ce moment les services. Donc nous, on s'inscrit dans le prolongement de cette réflexion. Vous indiquez, vous étonniez que le président du groupe de la droite républicaine ne soit pas là. C'est effectivement un droit de tirage de notre groupe. Nous sommes co-signataires dans le groupe. Et à ce moment-là, comme ça se fait à l'intérieur d'un groupe, vous l'avez été vous-même président, il peut y avoir effectivement des représentations qui se font. Et donc, c'est moi qui m'en charge au niveau de cette commission d'enquête. Quand vous vous interrogez sur les comptes rendus en disant voilà qui ne montrent rien, je pourrais vous donner des citations de la DGSI, de la DNRT, de la DRPP, de la DGSE qui indiquent qu'il y a effectivement un risque d'entrisme politique dans notre pays qui existe. Hein, ils le disent très clairement. Et donc c'est tout à fait normal. Ils ne ciblent pas vous en particulier, voilà, c'est très clair, mais il y a effectivement de l'entrisme politique. C'est cité, et là où vous allez être cité, c'est dans des cas effectivement de contact, mais on va le faire au moment des questions, de membres de votre parti qui peuvent être en contact avec des représentants d'organisations islamistes. Enfin, sur le sondage de l'IFOP, moi je respecte le travail qui est fait par l'Institut qui est un des plus anciens dans notre pays. Vous avez fait une saisine au titre de l'article 40, maintenant c'est de l'ordre judiciaire. Nous n'avons pas à nous en occuper au niveau de notre audition, mais ça nous semblait normal par rapport à l'actualité que nous auditionnons. Et j'indique d'ailleurs que les 5 premières minutes de l'audition du représentant de l'IFOP ont été consacrées à une explication de la méthodologie de ce sondage qui a permis effectivement d'éclairer certains points. Nous en venons maintenant aux questions et aux réponses, et je vais donc inviter monsieur le rapporteur à poser ces questions. J'aurai l'occasion de le faire, et ensuite ce sera les collègues qui voudront le faire. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur Mélenchon, pour vos propos liminaires. Mes chers collègues, avant de vous entendre, Monsieur Mélenchon, sur les questions que j'ai à vous poser, je souhaite rappeler le cadre précis et la nature même de nos travaux. Une commission d'enquête, ça a été dit, n'est pas un tribunal, elle ne juge pas, elle ne condamne pas, elle n'instruit pas à charge, et contrairement à ce que j'ai pu entendre beaucoup dans la presse, elle n'a pas les moyens d'investigation du système judiciaire, et c'est pas fait pour ça. C'est un outil parlementaire au service de la représentation nationale chargé d'établir les faits et de formuler des propositions pour prévenir ou corriger, en ce qui nous concerne, les phénomènes d'entrisme qui pourraient toucher des responsables publics, des organisations ou des partis politiques dans notre pays. C'est dans cet esprit de lucidité et de responsabilité que nous devons situer nos travaux. Car si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est aussi parce que la France a été frappée dans sa chair par le terrorisme islamiste. Depuis 2012, 50 attaques ont été perpétrées sur notre sol, dont 24 mortelles, faisant 274 morts et plus de 800 blessés. De Toulouse à Montauban, de Charlie Hebdo au 13 novembre, de Nice à Saint-Étienne-du-Rouvray, jusqu'aux horribles assassinats de Samuel Paty et de Dominique Bernard, ces crimes ont bouleversé durablement notre pays. Ils ne relèvent ni de faits isolés, ni d'une dérive marginale. Ils s'inscrivent dans un continuum idéologique, celui de l'islamisme politique, qui, sous des formes légalistes ou violentes, cherche à fracturer notre société, à délégitimer nos institutions et à miner les fondements mêmes de la République.
Cette réalité nous oblige, car en amont du passage à l'acte terroriste, il existe des écosystèmes d'influence, des stratégies séparatistes et parfois des démarches d'entrisme identifiées de longue date par les services de l'État et par les chercheurs. Comprendre ces dynamiques, c'est contribuer à prévenir ce qui, un jour, peut menacer l'intégrité de la nation. Depuis plusieurs décennies, notre pays est confronté à la diffusion progressive d'une idéologie, l'islamisme, qui dépasse largement la seule question religieuse. Comme l'ont rappelé de nombreux chercheurs et autorités auditionnés par notre commission, l'islamisme est avant tout un projet politique, mobilisant des normes religieuses comme levier d'organisation sociale et, pour certains courants, comme moyen de transformation de l'État. Vous évoquiez les frères musulmans et il y en a d'autres. En France, cette implantation a pris la forme d'écosystèmes d'influence mêlant lieux de culte, associations, structures éducatives et relais communautaires. Les services de renseignement, comme les chercheurs que nous avons auditionnés, ont montré que ces structures, sans être toutes clandestines ou violentes, peuvent façonner des contre-sociétés en tension avec les règles communes. Certaines mouvances développent même des stratégies d'entrisme destinées à influencer des institutions, des collectivités ou des élus, tout en masquant leurs intentions derrière un discours conforme aux valeurs républicaines. Face à cela, notre commission a une responsabilité claire. Établir les faits, mesurer les risques et déterminer si certains responsables publics peuvent se retrouver en situation de proximité, d'influence ou d'instrumentalisation par des réseaux poursuivant des objectifs incompatibles avec les principes de laïcité, d'égalité et de liberté. Alors, Monsieur Mélenchon, notre démarche n'est pas partisane, elle s'inscrit dans la continuité des alertes formulées par les services de l'État, par les universitaires et par les élus locaux. Elle répond à une conviction simple, une République forte doit regarder lucidement ce qui peut fragiliser son unité. C'est dans cet esprit de rigueur, de respect et de vérité que nous entendons aujourd'hui. Votre parole compte, le président l'a dit, parce que vous êtes une figure majeure de la vie publique française. Elle compte aussi parce que certains discours, certaines alliances militantes ou certains relais associatifs suscitent des interrogations légitimes auxquelles cette audition doit permettre d'apporter des réponses claires. Monsieur Mélenchon, les travaux de la commission ont mis en évidence dans plusieurs communes de notre pays des situations où des individus issus de mouvances islamistes ont pu exercer une influence ou accéder à des responsabilités locales. Je pense par exemple au cas de Colombes où le directeur du cabinet du maire cumulait ses fonctions municipales avec celles de responsable d'une mosquée et d'une école coranique identifiées comme vecteur d'un enseignement problématique. Ou encore au cas de Villeneuve-d'Ascq, Valenciennes ou Douchy-les-Mines, où des personnes proches d'un écosystème frériste ont été élues ou placées à des postes d'influence. Ces exemples illustrent un phénomène d'entrisme qui peut toucher n'importe quelle formation politique lorsque la vigilance se relâche, y compris dans la sphère locale. À cet égard, une autre forme d'entrisme, davantage idéologique, a été revendiquée publiquement en 2022 par Madame Houria Boutelja, qui est fondatrice du Parti des indigènes de la République. S'adressant à propos de votre candidature à l'élection présidentielle, elle déclarait, je la cite, « Dans ce magma, il y a un butin de guerre qui s'appelle Mélenchon. C'était une espèce de laïcard de dingue, disait-elle, et aujourd'hui il dit des choses qu'il n'aurait jamais dites il y a 15 ans. » Cette phrase vous désigne donc explicitement comme une sorte de cheval de Troie présenté comme un instrument permettant de faire avancer un agenda politique hostile à ce qu'elle appelle elle-même les laïcards et assumant une logique d'influence sur un candidat aux plus hautes fonctions qui était l'élection présidentielle. Mes questions sont les suivantes. À la lumière de ces exemples concrets, qu'ils soient locaux, organisationnels ou plus idéologiques, comment analysez-vous la réalité du phénomène d'entrisme en France ? Et selon vous, quelles lignes rouges et quelles garanties doivent s'imposer à l'ensemble des formations politiques, y compris celles qui vous est proche, pour éviter que des acteurs poursuivant un agenda incompatible avec les principes républicains puissent instrumentaliser un mouvement ou un candidat ? Monsieur Mélenchon, votre micro, s'il vous plaît, votre micro, voilà. Je remercie le rapporteur pour la précision de sa question, mais je commence d'abord par déblayer des incertitudes. Vous avez donné des exemples d'entrisme, vous appelez ça comme ça, pourquoi pas. Aucun ne me concerne, ni ne concerne le mouvement insoumis. Et je voudrais que vous compreniez pourquoi ça paraît difficilement possible que cela ait lieu avec des insoumis. Il faut comprendre la matrice intellectuelle du mouvement insoumis. Sa matrice essentielle, c'est l'humanisme, qui dit que l'être humain est l'auteur de son histoire. Sur ce plan, il a une interconnexion facile avec la pensée de ceux qui croient. Pourquoi ? Parce que ceux
les religions qui attribuent un libre arbitre à l'être humain disent que c'est par sa décision qu'il fait le bien ou le mal. Dans l'islam, on dit que c'est pas Dieu qui a fabriqué le mal, c'est les êtres humains qui font le mal. On dit quelque chose de similaire dans le christianisme, quoique on identifie la personne du diable comme un acteur de cette aventure spirituelle. Parmi les laïcs, on dira, le mot n'est pas adapté, disons ceux qui n'ont pas de foi religieuse, on dira que la conformité avec les principes de la morale que l'on s'assigne crée le bien et le mal. Donc sur ce plan, on a un terrain commun. Après, on passe à d'autres choses, c'est l'égalité et la similitude absolue des êtres humains entre eux. Et là commencent toutes sortes de discussions politiques sur l'étendue des droits et des devoirs de chacun, le principal devoir étant de respecter le droit des autres. C'est la raison pour laquelle le mouvement insoumis, dans ses formations initiales, comme dans celles qu'il fait au fil de l'année, a toujours un compartiment antiraciste et laïque. Nous avons une école de formation avec des stages régionaux, des stages nationaux. L'un est un stage national qui dure 6 mois, 1 an, 6 mois, et dans lequel on vient tous les 15 jours à une rencontre nationale, le mouvement prenant en charge les frais que cela déclenche pour ceux qui y viennent. Et dans la formation de base, il y a pour toutes les promotions, toutes, sans exception, les 2 cours sur le racisme et le cours sur la laïcité de l'État. Le cours sur la laïcité est donné par monsieur le philosophe Benoît Schneckenburger, qui est par ailleurs aujourd'hui le président de la libre pensée. Vous imaginez qu'une telle présidence lui donne une vigilance spéciale sur la question de la foi. Et comme notre but n'est pas d'endoctriner, mais de faire réfléchir, il va de soi que chaque fois qu'il vient, eh bien, il se heurte à des amis qui trouvent ces formules excessives et qui, de ce fait, réfléchissent, puisque existe entre nous, comme vous l'imaginez, une grande tolérance d'échange des points de vue. Ensuite, donc, toutes les promotions de cadres de notre organisation sont confrontées à cette double formation. Celle qui va sur le racisme prend donc en compte absolument toutes les formes de racisme, l'antisémitisme, la négrophobie, que sais-je encore, tout ce qui est répandu par l'ennemi pour, je vous parle avec mon vocabulaire là, diviser le peuple. Car pour nous, l'acteur de l'histoire est le peuple, nous l'avons décrit d'une manière matérialiste, et nous pensons que notre adversaire, l'oligarchie, est incapable de dominer la société si elle ne divise pas le peuple. D'où la vigilance spéciale à ne pas accepter d'être divisé par le racisme et la vigilance sur la laïcité. Et donc, nous passons notre temps à expliquer ça. Mais nous le faisons avec assez, comment dire, nous sommes des militants politiques, je ne vais pas vous apprendre ce que c'est, vous êtes vous aussi un militant politique, vous êtes un député, vous savez que l'enjeu de la vie politique, c'est la conscience. La meilleure manière d'intervenir dans la formation des consciences, ça n'est pas de donner des ordres, c'est de faire comprendre l'environnement d'une idée. La question de la laïcité de l'État est fondatrice pour nous, pour éviter qu'on vienne à réclamer de l'État des mesures qui protègent telle ou telle chose. Nous passons notre temps à expliquer la liberté républicaine est une liberté absolue. Nous n'interdisons pas, par exemple, il y a dans notre pays la liberté de l'interruption volontaire de grossesse, mais personne n'est obligé d'avorter, personne. Mais celles qui veulent le faire, peuvent le faire parce que la loi le permet. De manière assez étrange, on a permis que la profession médicale puisse faire valoir une clause de conscience pour refuser d'accomplir l'acte d'avortement. Je ne vous cache pas que personnellement, si je comprends ce que ça peut représenter pour quelqu'un qui est croyant, d'un autre côté, je vois là un biais, une exception à la loi qui pourrait être ensuite étendue. Car ceux qui ont une fonction publique, quelle qu'elle soit, une utilité sociale, peuvent se réclamer à tout instant de leur propre conviction religieuse pour empêcher que la liberté des autres s'exprime, il y a un problème. Je ne vous dis pas, je ne mets personne en cause à cet instant. Je dis que, de temps à autre, nous sommes placés devant une contradiction qui nous pose problème, nous interroge, et quoi à la fin ? Eh bien, à la fin, on applique la loi, et puis voilà. C'est ce que je fais. Donc, alors, ça, c'est la réponse de fond pour le mouvement insoumis. Et alors, est-ce que ça nous protège de tout ? Ben non, bien sûr que non. Nous ne sommes pas protégés nous-mêmes, ni du sexisme, ni de la bêtise, ni de tout ce qu'on voudra. Ce sont des influences de la société, et il y a lieu de les combattre dans nos rangs lorsqu'on les aperçoit. Tous les partis sont confrontés à ça. Tout le monde.
Nous sommes des êtres humains dans une société libre, par conséquent ça circule. Et nous pensons que nous donnons les moyens. À chaque grand événement amphi d'été que nous faisons tous les étés, il y a des séances consacrées spécifiquement à la question des racismes de toutes sortes et de la laïcité de l'État. Il est important de savoir que dans ce domaine, nous n'avons pas de difficultés particulières avec les musulmans qui sont ou dans nos rangs ou que nous rencontrons dans la société. Pourquoi? Parce que l'islam en France est un islam qui est essentiellement influencé par son origine maghrébine, et l'origine maghrébine est elle-même extrêmement liée à la période arabo-andalouse de l'histoire de l'islam, et donc nous avons affaire à un islam malikite, c'est-à-dire un islam qui dit dans les pays où vous êtes, vous respectez la loi du pays où vous êtes. Donc ça, c'est un point, c'est quand même considérable, parce qu'il n'y a pas de problème. On a eu un autre problème avec l'Église catholique, parce que je vous rappelle, pardon, je suis obligé de le dire, mais c'est la vie. 1906, l'encyclique Vehementernos, elle dit qu'il n'y a pas de loi supérieure à celle de Dieu, et que penser qu'il faut en appliquer une autre est criminel. Donc l'explication a été violente. Je vous rappelle que l'Église catholique, nonobstant le point de vue de nombre de catholiques, qui ne partageaient pas son point de vue, le point de vue clérical, était que la République, c'était un malentendu provisoire. Il a fallu attendre 1920 pour que l'Église catholique reconnaisse du bout des lèvres la République française dans un pot à Alger, c'est vous dire. Bref, ou c'est l'évêque d'Alger, je ne me rappelle pas, mais Alger est mélangé à ça. En tout cas, voilà. Maintenant, tout ça est beaucoup plus simple à gérer, si bien que celui qui viendrait faire de l'entrisme religieux se fait plus vite repérer que n'importe quel autre. Et évidemment que notre mouvement n'acceptera jamais l'entrisme religieux, ni de confier des responsabilités à quelqu'un qui dirait « je le fais parce que je suis catholique et je vais expliquer les vertus catholiques ou les vertus juives ou les vertus protestantes », qui sont des vertus respectables mais qui n'ont rien à faire dans notre organisation ni dans nos candidatures. Donc sur ce plan, je ne crois pas que... Mais si vous avez des difficultés à nous signaler, faites-le. Après... Quand même, vous êtes des élus, alors vous savez comment ça se passe, vous faites des listes, non, dans votre coin. Tout le monde arrive au moment où il faut faire des listes. Merci, M. Mélenchon. On va laisser la parole pour la deuxième question à M. le rapporteur. Très bien. Le continuum politique, je vous retrouverai après. D'accord. Monsieur Mélenchon, on sait que l'islamisme politique repose sur l'exacerbation de normes religieuses utilisées au service d'un projet politique et qu'il peut s'appuyer dans certaines circonstances sur des marqueurs identitaires visant à distinguer ou à séparer une communauté de la société commune dans le cadre de stratégies d'influence ou d'entrisme. Plusieurs chercheurs auditionnés ont d'ailleurs souligné que certains comportements ou symboles, lorsqu'ils sont instrumentalisés, peuvent devenir des leviers d'affirmation politique et de pression sociale. À la lumière de nos travaux, une question se pose concernant la cohérence du discours politique sur ces marqueurs identitaires, parmi lesquels le voile islamique. Vous-même avez exprimé au fil des années des positions assez différentes. En 2010, vous considériez qu'on ne peut se dire féministe en affichant un signe de soumission patriarcale et que le voile constituait un stigmate que l'on s'inflige. Je vous cite, monsieur Mélenchon. En 2015, vous qualifiez encore le voile de signe de soumission. Mais en 2025, 10 ans plus tard, vous avez déclaré avoir changé de regard et estimé que vouloir interdire le voile aux mineurs serait une violence, une insulte, un mépris. Dans ce contexte, et alors que notre commission n'examine pas la foi des individus en aucune façon, mais l'utilisation possible de symboles religieux à des fins politiques par certains réseaux en ce qui nous concerne islamistes, j'aimerais vous interroger très factuellement. Comment expliquez-vous cette évolution de vos positions sur le voile ? Faites-vous aujourd'hui une distinction entre le port du voile pour une femme adulte, par une adolescente ou par une fillette, au regard des phénomènes d'influence que l'on peut observer de la part de réseaux islamistes ? Et vous inscrivez-vous toujours pleinement dans le cadre de la loi de 2004 qui protège l'espace scolaire en interdisant les signes religieux ostensibles dans les écoles, les collèges et les lycées? Plus largement, comment un responsable politique peut-il, selon vous, concilier la défense de la liberté religieuse et la nécessaire vigilance face à l'utilisation de marqueurs religieux comme instrument d'entrisme? Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur Mélenchon. Merci, monsieur le rapporteur, pour cette question bien précise, et je vais vous faire la réponse aussi précise que possible. Je commence d'abord par ce qui me concerne, puisque vous avez évoqué mon évolution, et à juste titre. Mon point de vue a évolué. Mais il n'a pas évolué que sur l'islam. Il a évolué d'une manière générale.
Je viens d'une famille catholique, de formation catholique, j'ai été enfant de chœur, et ma mère était extrêmement croyante. Grâce à quoi j'ai été protégé du racisme qui régnait dans les communautés françaises d'Afrique du Nord, où les propos n'étaient pas spécialement légers et délicats à propos des musulmans. J'en ai été protégé grâce à ça, je ne peux donc que leur remercier. Et là-dessus, ayant rompu avec la foi chrétienne à partir du moment où le divorce de mes parents leur a valu d'être excommuniés, je suis devenu une sorte d'enragé de la laïcité, ce qu'on appelle ensuite, toute ma vie on m'aura pourchassé pour cette histoire de religion. Alors on disait à l'époque, Mélenchon, il n'y a rien à en tirer, c'est un laïcard, donc on ne peut pas lui parler. Bon, et puis, ma foi, je faisais avec, j'allais chercher ma section socialiste dans le village de Montaigu à la sortie de la messe, puisqu'ils allaient tous à la messe, sauf moi. Et bon, ma foi, on arrivait à se supporter assez bien. Et ça s'est plutôt passé tranquillement. Et puis, la vie avançant, oui, j'ai renoncé à une forme d'anticléricalisme grossier, duquel je veux m'excuser auprès de ceux que j'ai pu blesser dans le passé. Voyez-vous, quand une seule fois dans votre vie, vous croisez un groupe dans lequel il y a une bonne sœur, dont vous vous êtes moqué, et qu'ensuite vous la retrouvez morte après avoir été torturée par des bourreaux d'extrême droite de l'Amérique latine, plus jamais vous ne pouvez dire quelque chose contre. Ce n'est plus possible humainement. Et de même pour des prêtres. Si bien que le laïcard que je suis a fait se lever toute une salle au moment où on m'a remis un diplôme en Argentine en évoquant la mémoire de nos 32 compatriotes assassinés par les dictateurs fascistes de l'Argentine. Et dedans, j'ai fait ma pause spéciale pour le curé et les deux bonnes sœurs en pensant que peut-être ça me vaudrait, de là où ils m'observent, un peu de leur faveur, de les reconnaître comme mes compatriotes et le combat extraordinaire qu'ils ont mené, qui grandit l'idée qu'on se fait de la France, puisqu'ils en sont morts. Ils en sont morts comme des gens qui défendaient la liberté. Alors, ce que j'ai jugé bon de faire concernant le christianisme, et les catholiques en particulier, je le fais pour les musulmans. Mais dans un autre contexte, car les catholiques ne font pas l'objet, fort heureusement en France, de persécution, de discrimination, comme c'est le cas pour les musulmans aujourd'hui. Je ne vous en accuse pas, mais l'ambiance est épouvantable. Ici, un sondage qui raconte n'importe quoi, là-bas, je ne sais quoi. Ça n'arrête pas. Les musulmans par-ci, les musulmans par-là, tout le monde ne fait pas preuve de vos discernements. Hein. Et ça y va. Et la défenseuse des droits, la défendeur des droits dit, il y a maintenant une progression de la discrimination religieuse contre les musulmans qui est terrible. J'en viens au fond de votre affaire, le voile. Ah là là. Ça me rappelle le président de Rugy, qui a été président de cette assemblée. Au début que nous voici constitués en groupe d'insoumis, mes camarades, à la demande des femmes de notre groupe, décident que l'on ne porterait plus de cravate. Moi, pour un bon mot, j'y cède. Parce qu'après les sans-culottes qu'il y ait des sans-cravates, ça me réjouissait. Nous voici donc sans cravate. Et au bureau de l'Assemblée, un collègue, je ne sais plus lequel, ou si je me rappelle, je ne vous dirai pas lequel, je ne vais pas me moquer de lui, dit, alors il faut avoir une tenue décente, vous allez mettre une cravate et même des chaussettes. Des chaussettes, oui, certains de vos collègues n'ont pas de chaussettes. Bon, alors je connais quand même de Rugy depuis un moment, je lui dis, écoute, si vous votez qu'on doit mettre des chaussettes et des cravates, on les mettra. Mais je vais te dire une chose. Ce qui va devenir intéressant, c'est quand tu vas nous expliquer ce qu'est une tenue décente pour une femme. Et de Rugy, qui est quand même quelqu'un d'intelligence, s'énerve et dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Allez, il y en a marre. Et donc, on n'a plus parlé ni de chaussettes, ni de cravates dans ce... Ah là, même problème. Tiens, ça tombe sur les femmes. Alors j'ai pensé, en effet, comme ça se disait autour de moi, que c'était un signe de soumission. Et je regardais un peu narquois les photos de ma propre famille, ma grand-mère avec un foulard sur la tête, ma mère avec un foulard sur la tête, ma sœur avec un foulard sur la tête, parce que autrefois, tout le monde mettait un foulard sur la tête, et sinon on disait d'une femme qu'elle allait, comme vous, mesdames, en cheveux. Et ça ne se faisait pas. Il fallait avoir un foulard sur la tête. Donc tout le monde portait un foulard. Voici que maintenant, les musulmans en portent, les musulmanes, et vous dites comme un signal. Bon, je ne vais pas contester que certaines personnes portent un foulard comme un signal religieux de leur appartenance à la religion musulmane. Il y a des Français qui portent des croix très visibles, y compris des collègues à qui il a fallu les faire retirer, etc. Bon, on connaît tout ça. Donc je ne vais pas vous dire non, ce n'est pas vrai. Oui, c'est vrai, il y a des gens qui mettent ça sur la tête comme un signal religieux. Bien. À nous de faire preuve à ce moment-là de discernement. C'est l'État qui est laïque en France, c'est pas la rue.
Et les adultes s'habillent comme ils l'entendent, sauf si leur tenue venait à choquer quoi? Par leur nudité. Ce n'est pas le cas. Sinon, pour le reste, le seul habit qui soit interdit, c'est la burqa. Eh bien, depuis que ça a été interdit, vous n'en voyez quasiment plus. Et c'est comme ça. Ça prouve qu'en général, les gens respectent la loi. Hein. Même ceux qui sont un peu olé olé et veulent faire des démonstrations, quand il s'agit de la loi, tout le monde est fait du même bois. Hein. Voilà. Alors maintenant, allons plus loin. Les gens se mettent ce qu'ils veulent sur la tête. Des kippas, des chapeaux en fourrure, des voiles, dans la rue. La rue n'est pas laïque. Mais par contre, pour accomplir le service de l'État, là, ça n'est plus pareil. L'État est laïque. Donc, personne ne met une voile, personne ne met de chapeau de toutes sortes, et ainsi de suite. Voilà. Après, il faut faire preuve de discernement, suivant les circonstances, pour ne pas envenimer les problèmes. Et puis, curieusement, ça tombe encore sur les femmes. Mes collègues, pardon, monsieur le rapporteur, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse quand quelqu'un se met un foulard sur la tête? Vous comptez faire quoi? Courir dans la rue et lui dire « Enlevez ça, vous êtes une islamiste ». La personne vous dira « Pas du tout, il pleut, je mets ça sur ma tête ». Vous n'en sortirez pas. Vous voyez bien que ce n'est pas praticable. Alors après, on parle des enfants. Problème compliqué, car la loi reconnaît à chaque parent le droit de transmettre ses valeurs à ses enfants et les pratiques qui vont avec. Après tout, on pourrait dire à quelqu'un qui emmène son gosse à la messe le dimanche, eh bien tu le prives de sommeil. On ne fera pas ça, on n'est pas fous. Les parents transmettent leurs convictions. Et à propos du voile, je me suis posé la question, moi-même, c'est quoi ce truc? D'abord, est-ce que c'est une obligation? Non, ce n'est pas une obligation. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des obligations. Par exemple, un groupe de sénateurs propose d'interdire le jeûne dans le ramadan, mais c'est les 5 devoirs de l'islam de faire ramadan. Vous avez l'intention d'empêcher les gens de jeûner, comment vous allez faire? Personnellement, je pratique le jeûne intermittent, ça n'a rien à voir avec le ramadan, c'est ramadan toute l'année. Qu'est-ce que vous allez me demander de faire? Surveiller si je jeûne pour des raisons religieuses ou pas? Vous voyez, monsieur le rapporteur, ce que je veux vous dire, c'est que c'est inextricable. Et puis, c'est toujours la même histoire. C'est les femmes. Elles mettent un voile, elles ne doivent pas faire ci. J'ai donc posé la question à une de mes amies, croyante musulmane, qui fait ses 5 prières, ce qui est un exploit. Il faut se lever à 5 heures du matin pour faire la première prière. Et je lui dis, mais pourquoi, toi qui es féministe, qui enseigne à ta fille toutes ces choses, pourquoi tu mets... Elle dit, mais moi, je ne mets pas de voile. C'est pas une obligation. Je fais mes 5 prières parce que c'est dans les 5 obligations avec le ramadan, le pèlerinage et l'aumône. Bon, ça, je le fais. Mais moi, je ne suis pas soumis à un homme. À ce moment-là, elle me dit, moi, j'en ai pas d'homme. Je suis soumise à Dieu. Alors, vous êtes des militants comme moi. Si vous voulez vous disputer avec Dieu, vous avez perdu d'avance. Parce que personne n'est jamais arrivé à rien sur ce sujet. Tous ceux qui ont essayé d'extraire la foi par des moyens violents ne sont arrivés à rien. Par des moyens de persuasion, la foi est-elle rationnelle? Vous savez comme moi, si vous avez la foi, ou ceux qui l'ont eu, que ce n'est pas un acte de raison. C'est un autre degré de relation au grand tout. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien moi, je ne sais pas, d'accord? J'ai tapé aux portes pour vendre le programme commun. Et quand les gens me disaient, c'est très bien tout ce que vous nous dites, c'est bien, vous y croyez, mais vous êtes alliés avec des communistes qui ne croient pas en Dieu, nous on ne vote pas pour ceux qui ne croient pas en Dieu. Qu'est-ce que vous voulez que je leur dise? Eh bien rien. Alors on passait à la porte suivante. Merci, monsieur Mélenchon. J'ai pas fini. Attendez, je prends juste une question vous avez pas la dire, mais question de méthode. C'est que pour tout le monde, on a une audition avec le garde des Sceaux à 15h30, donc je souhaite... Ah non, c'est pas moi le pire alors, président. Je n'ai jamais dit ça, monsieur le ministre. Et donc, qu'on ait le temps, à la fois le rapporteur pour se poser ces questions et vous invitez effectivement à ce qu'on soit dans un format un peu plus compact. Je vous en prie pour le dernier mot. Je termine sur mon format compact. Je vous lance le défi, monsieur le rapporteur, pour que vous soyez dans le même embarras que moi pour trancher des questions de cette nature. Vous me parlez du voile, et des enfants à qui l'on met un voile. Et que dites-vous de la circoncision? Elle concerne des jeunes enfants qui on ne demande pas leur avis. Elle est présente dans 2 religions. Et maintenant présente dans les mœurs des gens qui n'ont pas de religion, mais qui considèrent que c'est une bonne chose de le faire. Personne ne pose jamais la question. Ça, c'est pas un problème. Les voiles sur la tête des filles, oui, c'est un problème. Et la circoncision. Il y a des gens pour qui c'est un problème, qui disent c'est une maltraitance. Comment allons-nous nous sortir de ça, monsieur le rapporteur, monsieur le président? Comme je suis là, je ne sais pas vous répondre. Mais si vous avez des lumières, n'hésitez pas à nous les donner. Vous aurez posé la question. Monsieur le rapporteur. Merci, monsieur Mélenchon. Les travaux de notre commission ont mis en lumière un phénomène préoccupant, c'est l'usage stratégique
par certains réseaux islamistes du terme islamophobie pour délégitimer toute critique de leur idéologie, affaiblir la vigilance républicaine et nourrir un récit de confrontation entre les musulmans et le reste de la société. Les services de l'État nous ont alertés sur la dangerosité d'un tel usage, qui confond volontairement la critique d'un projet politique avec la stigmatisation de croyants, créant ainsi un brouillage dont les mouvances radicales tirent profit. De plus, en assimilant volontairement avec l'emploi de ce terme toute critique de l'islamisme à une hostilité envers les musulmans, il fabrique des adversaires. Il désigne des cibles. Il cherche à réduire au silence celles et ceux qui font l'étude de leur idéologie, comme on a pu le constater à travers les menaces d'ailleurs reçues par certaines personnes auditionnées dans notre commission. Je pense notamment à la chercheuse Florence Bergeau-Blaclair, à Nora Bussini, à Emmanuel Razavi, à Bernard Rougier et d'autres. Ces menaces ont été déclenchées précisément en réaction à leurs travaux sur l'islamisme, ce qui illustre la mécanique de mise en danger que les services de l'État nous ont décrite. Une accusation militante suivie d'une exposition publique, puis d'une menace réelle. Notre commission ne peut ignorer ce climat. La République ne saurait accepter qu'un mot soit utilisé pour intimider, délégitimer ou susciter des menaces contre des chercheurs, des journalistes ou des responsables publics. Parce que défendre la liberté d'expression, c'est protéger ceux qui contribuent à éclairer la nation, même lorsque leurs analyses nous dérangent. Dans le même temps, la réalité statistique impose une forme de lucidité. Selon les chiffres de 2024 du ministre de l'Intérieur, notre pays a recensé récemment environ 240 actes anti-musulmans que nous devons dénoncer avec la plus grande rigueur, compte plus de 1600 actes antisémites, alors même que la population juive est près de 10 fois moins nombreuse que la population musulmane. Ainsi, si les actes visant nos concitoyens musulmans appellent évidemment une condamnation ferme et résolue, l'antisémitisme demeure encore aujourd'hui malheureusement la haine la plus meurtrière, la plus persistante et la plus massivement dirigée contre une minorité religieuse en France. Plusieurs services auditionnés ont souligné que lorsque le terme islamophobie est utilisé d'une manière militante et extensive, il peut contribuer, même involontairement, à alimenter certains ressorts antisémites. En diffusant l'idée fallacieuse d'une guerre menée contre les musulmans et en désignant en creux les juifs comme des bénéficiaires supposés de l'ordre républicain, ce discours active des schémas complotistes déjà mobilisés par les mouvances islamistes radicales. Vous-même, monsieur Mélenchon, avez rappelé par le passé votre réticence à employer ce terme, avant d'expliquer avoir changé de position, comme pour le voile d'ailleurs. Cette évolution mérite d'être comprise dans un contexte où la clarté des mots est essentielle à la cohésion nationale. Mes questions sont donc les suivantes. Comment, selon vous, concilier la lutte indispensable contre les actes anti-musulmans avec la nécessité de prévenir l'usage idéologique du terme islamophobie lorsqu'il peut brouiller la critique légitime de l'islamisme et nourrir, par ricochet, des imaginaires antisémites? Pensez-vous qu'un usage trop extensif de ce terme puisse contribuer à renforcer ses ressorts? Et comment maintenir dans le débat public une frontière nette entre la critique d'une religion, la dénonciation d'une idéologie politique et la protection de tous nos concitoyens contre le racisme? Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur Mélenchon. J'ai des questions vastes, hein. Bon. Alors, d'abord, je suis d'accord avec vous pour dire que les mots ont une grande importance parce que c'est eux qui fixent la réalité à laquelle nous accédons. Hein. Pas de mots, pas de pensée. C'est un point de vue matérialiste et je suis content de vous retrouver sur ce terrain. Les mots ont leur importance. Alors oui, en effet, moi au départ, j'étais hostile à l'utilisation du mot islamophobie parce qu'on me disait « mais alors tu nous interdis de critiquer, quand on utilise le mot islamophobie, tu interdis de critiquer l'islam ». Et donc je m'étais dit « non, on ne va pas utiliser cette expression-là, on va en utiliser une autre qui ne vaut pas mieux, qui s'appelle « haine des musulmans ». Et puis la discussion avance et je vois que l'usage commun autour de moi se fait sur le mot islamophobie. Je m'en vais donc regarder dans quelles circonstances il intervient. Et je vais vous dire, monsieur le rapporteur, que ceux qui se font un nœud au cerveau en déduisant de l'islamophobie que c'est une forme qui conduit à l'antisémitisme, pardon, mais si c'est vraiment des gens très préoccupés, et bon, je respecte la complexité de leur pensée, mais je ne vois pas le lien entre les deux. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que le mot islamophobie est un mot d'usage international qui donne lieu, tous les ans, à l'initiative de l'Organisation des Nations Unies, à une journée de lutte contre l'islamophobie, qui a lieu le 25 mars. Par conséquent, je me sens maintenant libre de l'utiliser, et je l'ai utilisé bien avant de m'être aperçu que l'ONU
l'utilisait pour une raison. C'est que dans la haine des musulmans, il y a le mot haine d'eux, et pour ma part, je hais les nazis. Et je n'ai pas l'intention de changer d'avis. Je pense que la plupart d'entre nous, on soit au même point. Je hais les nazis, voilà. C'est une haine que je trouve saine, salutaire, qui m'entretient bien et que j'essaye de transmettre à d'autres. Le mot haine n'est pas bon. Islamophobie, ça parle bien. Pourquoi? Parce qu'il y a islam et il y a phobie. La phobie, c'est quelque chose qui échappe à la raison, qui est de l'ordre de la déraison. Par exemple, les gens qui ont la phobie des araignées, vous en connaissez forcément quelqu'un autour de vous. Peut-être vous-même êtes pour cette phobie ou une autre. D'autres, c'est les mouches. D'autres, c'est je ne sais quoi. Enfin bon, l'esprit humain est ainsi fait que nous avons tous nos démons intérieurs qui surgissent sous des formes fantasmées. Eh bien, pour moi, l'islamophobie, le mot est particulièrement bien adapté. Quand vous regardez les gens qui sont en proie à l'islamophobie, même quand ils sont... Je mets de côté les gens qui ont une critique sur la religion musulmane, par exemple, parce qu'ils sont d'une autre religion. Mais c'est une critique, c'est de l'ordre de la raison. C'est de l'ordre du... L'islamophobie, c'est les gens font n'importe quoi. Ah mon Dieu, un musulman, et ils vont faire ci, ils vont faire là, ils vont nous égorger, ils vont nous tirer dessus. C'est de la folie. Ce n'est même plus rationnel, on ne peut même plus parler. C'est pourquoi j'estime que le mot est bien utile parce qu'il décrit un comportement irrationnel. Alors j'ai lu qu'il aurait telle ou telle origine le mot, mais que voulez-vous, les mots sont les mots, nous n'en avons pas tant que ça. Je vais vous prendre un autre exemple. Par exemple, récemment, il a été décidé que ceux qui étaient contre le sionisme étaient des antisémites. Ça n'a rien à voir. Pour plein de gens, le sionisme est un point de vue politique et l'antisémitisme est un point de vue raciste. Donc ça n'a rien à voir. Donc on peut être anti-sioniste sans être raciste. On peut être sioniste sans être pour autant anti-ceci ou anti-cela. Donc voilà un usage qui a été fait abusif du mot, exactement comme on peut penser que le mot islamophobie contient toutes sortes de choses, et parmi elles des choses que nous n'accepterions pas. Mais ce n'est pas parce que nous refusons l'assimilation antisémitisme et hostilité au sionisme que nous allons rejeter le mot antisémitisme, parce que l'antisémitisme, c'est une réalité à combattre. De même, l'islamophobie est une réalité à combattre. Je préfère, moi, si vous voulez, me dire que je combats une phobie que de combattre une haine dont je ne saurais plus que faire. Je peux expliquer à quelqu'un pourquoi il est absurde d'avoir sur les musulmans un regard réducteur qui les ramène à ceci ou à cela. Moi, je n'ai jamais dit que l'Église catholique était responsable du massacre en Norvège de 70 jeunes assassinés par un illuminé qui se réclamait de la religion catholique pour le faire. La religion catholique n'a rien à voir avec ça. Lui, il est en prison, mais il sert aujourd'hui d'idole à toutes sortes de gens qui continuent à utiliser son nom. Nous, les gens de raison, et surtout nous, les Français, qui sommes des praticiens de la laïcité, à chaque pas, nous devons faire attention à ne pas donner à manger aux extrêmes, à ceux qui voudraient à tout prix que tout soit un conflit. Voilà ce que j'ai à vous dire. Merci. Et je ne saurais vous dire mieux qu'en adoptant ce mot, eh bien, ça me permet de mieux comprendre la tâche que j'ai à faire dans la lutte contre le racisme. Merci, M. Mélenchon. Monsieur le rapporteur, pour votre dernière question. Notre commission a examiné en détail le rôle de certaines organisations qui, sous couvert de défense des droits, ont contribué à diffuser une vision militante de l'islamophobie visant à délégitimer l'action de l'État et entraver la lutte contre l'islamisme politique. C'est précisément ce qui avait conduit en 2020 à la dissolution du CCIF par le ministre de l'Intérieur, qui était alors Gérald Darmanin, suite à l'assassinat odieux de Samuel Paty, dissolution qui avait été confirmée, vous le savez, Monsieur Mélenchon, par le Conseil d'État au regard des objectifs poursuivis par cette organisation. Or, depuis cette dissolution, un groupe présenté comme son prolongement direct, le CCIE, opère désormais depuis la Belgique avec possibilité de poursuivre les mêmes activités sur notre territoire. Le dit CCIE avait même été convié à participer à une réunion dans les murs du Palais Bourbon. Mes questions sont les suivantes. Que pensez-vous de la dissolution du CCIF? Et au-delà de votre opinion sur cette dissolution, pensez-vous qu'il est conforme à l'exigence démocratique que des groupes dissous par nos institutions et dont la dissolution a été juridiquement confirmée retrouvent une forme de reconnaissance institutionnelle en étant accueillis ici au sein du Palais Bourbon? Merci, Monsieur Mélenchon. Je vous réponds comme le feraient tous ceux qui ont à répondre à des questions complexées avec toutes sortes de tiroirs. Bon. Cet organisme a été dissous, le CCIF. Nous en sommes d'accord, je l'ai observé comme vous. Il l'a été après un meurtre abominable qui nous soulevait tous de dégoût et nous inspirait tous des sentiments de vengeance ou des représailles
pour essayer de dissoudre en nous toute cette révolte qu'avait créé cet événement. Mais après, il y a le droit, que voulez-vous? Alors, le Conseil d'État dit oui, on peut dissoudre. Mais la Ligue des droits de l'homme, mais le syndicat des avocats de France, mais le syndicat de la magistrature, qui ne sont pas des organisations gauchistes, en tout cas pas à mes yeux, peut-être aux vôtres, mais pas à mes yeux, donc des organisations de professionnels du droit qui disent c'est absolument intolérable, on a fait une erreur pas possible, et le Conseil n'a pas dit oui, il faut le dissoudre. Le Conseil qui a donné son avis a dit oui, vous pouvez le dissoudre. Il n'a pas dit vous devez le dissoudre. En tout cas, voici ma réponse à ce moment. Embarrassé que je suis, comme tout le monde, quand on se trouve dans une situation où d'un côté vos meilleurs amis à qui vous avez le plus grand respect pour leur... et eux, vous dites je me fie à eux de l'évaluation de ce qui est juridiquement acceptable ou pas, et un conseil, une institution de l'État. Bon, alors voilà. Je dis comme la Ligue des droits de l'homme, comme le syndicat des avocats de France, comme le syndicat de la magistrature, comme ATTAC et comme la Fédération nationale de la libre pensée, que cette organisation n'aurait pas dû être dissoute. Si j'avais un doute sur le fait qu'on puisse dissoudre d'une manière aveugle, eh bien, par exemple, je n'en ai plus depuis que j'ai vu qu'on a dissous la Jeune Garde, organisation antifasciste, qui n'est coupable ni responsable de rien, mais qu'on a dissous à la faveur d'un jour où le gouvernement avait besoin d'en dissoudre deux d'un coup, un à droite, un à gauche. Donc on a dissous ça pour pouvoir dissoudre les soulèvements de la terre le même jour. Bon, tout ça procède plus de la politique politicienne que du fond. Mais moi, je suis attaché à rester lié à ma famille intellectuelle et de pensée, parce qu'elle m'aide à penser et à décider. Et dans cette circonstance, elle me permet ça. D'ailleurs, vous savez, je sais qu'on m'avait fait un reproche similaire au moment de la participation à la manifestation du 10 novembre. Vous permettez que j'en parle ou quelqu'un d'autre a prévu de m'en parler peut-être? Peut-être vous, monsieur le rapporteur, ou quelqu'un d'autre. Bon, alors j'en parle. Alors, très rapidement, avec votre permission. Oui. Alors, il y a eu une attaque à la mosquée de Bordeaux. Deux pauvres papés qui sortaient de là se prennent des coups de fusil. Et que se passe-t-il? Rien. C'est-à-dire pas la moindre trace de mobilisation. Des organisations décident d'appeler à une marche. Et après avoir discuté, comme vous imaginez, oui, non, on y va pas, qui est-ce qui appelle, qui est-ce qui n'appelle pas, on décide d'y appeler parce que on se sent en sympathie et en adhésion avec la masse considérable de gens ensuite qui s'est révélée être présente le jour de cette manifestation, le 10 novembre. Et comme il s'est trouvé que dans la manifestation, il y a quelqu'un qui a crié un slogan, mais qu'est-ce qu'on y pouvait? Une personne crie Dieu est grand, ma foi, déjà c'est un problème d'aller lui dire on n'est pas d'accord, parce qu'il y en a qui pensent qu'en effet Dieu est grand, et peu importe la langue dans laquelle on le dit, et puis d'autres qui pensent que c'est pas le moment, bref, on n'en finirait plus. Mais je veux moi en finir. La marche a eu lieu, on me l'a reproché des dizaines de fois. Pourquoi ne l'a-t-on pas reproché aux autres appelants? ATTAC, la CGT, la FSU, la Ligue des droits de l'homme, NPA, Europe Écologie Les Verts. Pourquoi? Parce que c'est absurde. Nous étions tous là. Nous sommes tous de gauche, nous sommes tous laïcs. C'est bien, et je termine sur un bien mot. noté, à la fin, monsieur le Président, on chanta la Marseillaise sur la place. Eh bien, moi, je regrette de ne pas être resté jusqu'à la place. Bien, nous en venons, merci monsieur le rapporteur pour vos questions, nous en venons aux questions des collègues ici présents, à commencer par madame Thévenot pour le groupe PR. Merci beaucoup. Alors effectivement, monsieur Mélenchon, on va aller droit au but. Je pourrais vous parler de la montée de l'antisémitisme dans notre pays, vous rappeler que les actes antisémites représentent 60% des agressions à caractère religieux, alors que la population juive constitue moins de 1% de la population. Je pourrais alors vous demander pourquoi vous semblez voir de l'islamophobie partout et de l'antisémitisme nulle part. Je pourrais ajouter que cette minimisation de l'antisémitisme participe à créer un terrain propice à l'entrise islamiste. Mais je sais que face à ce phénomène pourtant préoccupant, vous allez faire le tribun, comme vous savez souvent le faire, théâtraliser pour esquiver ou transformer cette question en long cours d'histoire pour m'expliquer que je me trompe. Alors aujourd'hui, je ne vous demanderai pas de répondre à ces questions déjà posées 1000 fois. Je vous demande plutôt de nous éclairer sur les agissements de ceux que vous faites élire au sein de nos institutions nationales et européennes qui, portant notre écharpe tricolore, semblent pourtant ne pas du tout vouloir défendre notre pays.
Cautionnez-vous que votre députée européenne Rima Hassan ait des liens assumés avec des associations liées aux frères musulmans type l'Alab? Pouvez-vous nous dire si vous cautionnez sa présence à une manifestation en Jordanie pour la mort du terroriste Sinoir? Comment voyez-vous la proximité de plusieurs élus insoumis avec Shaheen Azami, agent d'influence lié au régime iranien, qui sera jugé dans quelques mois et pour qui plusieurs députés de votre famille politique viennent encore de signer une tribune cette semaine? Pouvez-vous nous confirmer que vous avez apporté votre soutien à Julien Terry, enseignant qui avait fait une liste de 20 génocidaires à boycotter, des personnalités de confession juive, qui avaient partagé d'ailleurs un visuel représentant des clichés antisémites? En répondant, je l'espère, à ces questions, Monsieur Mélenchon, montrez-nous aujourd'hui devant cette commission que vous n'êtes pas devenu, malgré vous ou par calcul, le cheval de Troie idéal de l'entrisme islamiste dans notre politique française. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Monsieur Mélenchon. Allez-vous vous me montrer que vous n'êtes pas le cheval de Troie d'un pays étranger qui cherche à faire passer ses assassinats pour une cause noble? Je ne vous poserai pas la question, je connais la réponse. La réponse est non, vous n'êtes pas l'agent d'un pays étranger. Bien de même, pourquoi voudriez-vous que moi, je sois l'agent de ceci ou de cela? Je suis l'agent de moi-même, des insoumis, de la pensée humaniste, d'un radicalisme que je ne nie pas, mais qui n'a rien à voir avec le racisme, quel que soit le racisme. Mais je ne peux pas vous cacher l'agacement qu'il y a de voir sans cesse montrer patte blanche devant des inquisiteurs de circonstance qui vous enjoignent de dire ceci, de dire cela. Du calme. Moi, j'ai une vie qui témoigne pour moi. Vous n'étiez pas né, j'étais en train d'aider des juifs à quitter l'URSS alors que j'étais pro-communiste. J'ai passé mon existence à mener ces batailles-là. Il n'y a pas une fois où l'on peut me prendre en défaut, puisque j'ai des juges, quelle que soit la situation. Alors, je vous ai répondu, quoique ce ne soit pas le sujet de la commission, et je pense que le mieux est qu'on en reste au sujet de la commission. Mais je suis prêt à venir. Invitez-moi à une réunion, celle que vous voulez, avec qui vous voulez, pour que je puisse venir expliquer en quoi consiste la bataille contre l'antisémitisme que nous menons. Car nous la menons. Quant aux statistiques, elles ont une très grande importance, et c'est la raison pour laquelle j'aimerais que l'État, le ministère de l'Intérieur, établisse les statistiques, et pas les organisations associatives liées aux différentes communautés. Nous avons besoin de savoir exactement où nous en sommes. Mais s'il y avait un seul crime, on serait contre. Voyez-vous, quand Mme Mireille Knoll a été assassinée dans les conditions dont vous vous souvenez sans doute, nous appelâmes, nous groupes, j'étais le président du groupe, à la marche qui devait se faire. Tous les groupes ont signé. Nous nous y sommes rendus. Nous avons téléphoné la veille pour prendre nos précautions auprès du CRIF pour lui demander d'assurer notre sécurité. Il nous a dit qu'il ne pouvait pas le faire. Nous sommes venus quand même. Nous avons été agressés par une organisation juive qui est considérée comme terroriste en Israël comme à New York et qui a couvert d'insultes les femmes qui étaient parmi nous et qui nous a agressés. Et personne ne nous a défendus ce jour-là. Qu'ai-je dit à la sortie? Ai-je maudit tout le monde? J'ai dit je ne confonds pas 40 illuminés et je veux que chaque juif du plus modeste village de ce pays sache que s'il a un problème, il aura les insoumis à ses côtés pour le défendre. Nous n'avons aucune raison de faire quelque concession que ce soit. J'ai vu qu'on me dit que c'est par clientélisme. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous figurez que les musulmans sont clients de politique antisémite, mais c'est une vision raciste des musulmans, ça n'existe pas. Et croyez-vous qu'ils soient sensibles à autre chose quand ils m'écoutent, à part à mon art de parler? Qu'est-ce que je raconte quand même? Ce sont des gens munis d'un cerveau. Et ils entendent des revendications sociales avec lesquelles ils se retrouvent. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que les musulmans, à cette étape de notre histoire, font partie des catégories sociales qui ont commencé à la première marche. Et maintenant, ils sont en train de monter à toute vitesse. Gloire au peuple français ainsi composé. Alors après, Madame Rima Hassan, franchement, écoutez, vous ne vous fatiguez pas de la prendre pour cible. Mais oui, mais ce n'est pas vrai. Elle n'a pas participé à une marche pour machin, pour truc, pour bidule, qui fait que je suis obligé de me tenir informé à chaque instant de ce que tout le monde fait pour pouvoir y répondre. Non, elle est à une marche qui a lieu toutes les semaines. Et toutes les semaines, comme elle se trouvait là, elle est allée à la marche. Voilà. Elle est allée à la marche. Elle n'a aucune... Elle s'est excusée, elle s'est expliquée 10 fois sur cette affaire-là. Je ne vous dis pas qu'on ne commette pas d'erreur, madame. Je ne vous dis pas ça. Nous en commettons. Et quand nous en commettons, nous nous excusons
pour avoir dit des choses qu'il ne fallait pas dire, ou parce que nos adversaires, jamais. Je n'ai jamais entendu un seul dire « Ah ben non, j'aurais pas dû parler comme ça à M. Mélenchon ». Alors je dis au rapporteur, Mathieu Bloch, il y a un instant, a montré le lien qu'il y a, a créé une ambiance avec les violences que l'on déclenche. Nous autres, moi je viens du mouvement socialiste, nous en savons quelque chose. Parce que c'est pour ça et comme ça qu'on nous a assassinés, Jaurès. À force de le présenter comme un ami de l'Allemagne et le reste, etc., il s'est trouvé un dingue pour aller lui tirer dessus. Bon. Figurez-vous que moi j'ai fait l'objet de 2 tentatives de meurtre, n'est-ce pas? Dans le premier cas, le premier commando, il s'est pris 9 ans de prison, et dans le deuxième, 18. Donc, je sais de quoi vous parlez, monsieur le rapporteur. Et j'ai pas l'intention, moi, si peu que ce soit, de le créer pour les autres. J'aime la joute, j'aime la polémique, j'aime la dispute. Ça m'est agréable de participer au sens philosophique à la dispute, mais pas à ça. Pas à la menace physique, pas à l'intimidation, pas au meurtre, etc. Aucun d'entre nous ne l'a fait et ne le fera jamais. Et si quelqu'un a un comportement ambigu, alors je le lui dirai, vous me le signalerez, je lui dirai, il ne faut pas faire comme ça. Parce que moi, Mélenchon, qui suis un Méditerranéen, je parle avec les mains et avec les yeux, mais le reste du temps, il faut tous baisser d'un ton. Et j'y suis disposé. Votre question ensuite, c'était à Paris Hassan, l'enseignant. Alors, madame, mais vous serez vous-même la première à vous alerter de ce qui se passe dans ce pays. Voilà que des gens complètement illuminés se mettent à pourchasser les influences de ceci, de cela dans l'université. Quand est-ce que ça arrive? On n'a jamais vu ça en France. Il y a une liberté universitaire depuis Robert de Sorbonne. Ça date du VIe siècle. Donc c'est vous dire que ça fait un moment que dans ce pays, on dit que dans les universités, on raconte ce qu'on veut. Figurez-vous, j'exagère peut-être avec la date pour Robert de Sorbonne, mais c'est comme ça. C'est-à-dire, mais oui, vous allez voir, madame, pourquoi je vous dis ça. Parce que M. Thierry, c'est un enseignant. C'est un enseignant. Et voici qu'on a trouvé une porte d'entrée pour commencer la chasse à l'enseignant du supérieur que l'on prendrait en défaut. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une liste de gens qui ont signé une tribune. Et prenant cette liste de gens, il cite qui sont les signataires. Il y a dedans un curé, alors c'est dire que comme juif, on fait mieux qu'un curé. Et il les cite, il dit, cela faudra se rappeler, ils soutiennent le génocide. Est-ce que c'est une bonne idée de faire ça ou pas? Il n'a pas été prudent, car aujourd'hui, il suffirait de citer un seul nom pour que ça déclenche une affaire. Alors après, d'autres gens trouvaient ceci, cela, parce qu'aussitôt, il y a des armées qui se mettent en mouvement pour aller vous chercher sous chaque cheveu si vous n'avez pas un pouls. Bon, lui, il a critiqué une tribune et les signataires de cette tribune. Et j'ai défendu cet homme. Et je vous préviens que je vais défendre tous ceux qui, à l'université, auront des points de vue iconoclastes. Cet enseignant n'est pas antisémite, ne l'a jamais été, il ne l'est pas et il ne le sera jamais. Si vous me prouvez le contraire, madame, je serai le premier à vous donner raison et aller lui dire « je change d'avis ». Venez me démontrer qu'il l'est. À mes yeux, il ne l'est pas. Mais je vous mets tous en garde. Attention au confort, à la facilité qui consiste à prendre un adversaire et à la harceler sans vous rendre compte du précédent concret. Moi et d'autres, nous ne permettrons pas qu'à l'université, on fasse la chasse aux mal-pensants. Voyez ce que ça donne aux États-Unis d'Amérique. Soit M. Thierry a eu un comportement antisémite, il sera pourchassé et condamné pour ça. Soit il ne l'a pas, et alors on lui fout la paix. Et on ne le menace pas, et on n'essaye pas d'intimider les autres. Voilà ce que je peux vous répondre, je ne peux pas faire mieux que de vous dire dans quelle situation je prends. Y a-t-il une question à laquelle je n'ai pas répondu? Même si vous considérez que ce n'est pas vraiment une réponse que je vous fais là. Merci, M. Mélenchon. Madame Thévenot, votre micro, pardon. Pardon. Rapidement, oui. Non, c'est pas M. Mélenchon. Voilà. Excusez-moi, Madame Panot, c'est M. Mélenchon lui-même qui demande s'il n'y a pas une autre question à laquelle il n'a pas répondu. Et oui, vos réponses ne répondent pas du tout sur le fond à ce que je vous ai posé, mais c'est pas grave. Il y en a une sur Chaim Hamzami et les liens avec plusieurs députés de votre famille politique qui ont signé une tribune encore cette semaine. Merci, M. Mélenchon. Ne m'envoyez pas, madame, je ne vais pas pouvoir répondre, je ne sais pas de qui vous parlez. Alors donc, j'ai la plus grande... Il est de quelle nationalité déjà pour commencer? Iranien? Ah ben alors je suis le dernier que vous allez venir embêter avec l'Iran, parce que même quand l'ayatollah Khomeini était en France et que tout le monde était là alors qu'on était tous anti-Shah, hein, moi je ne soutenais pas l'ayatollah, alors c'est pas maintenant que je vais le faire, ni aucun des miens. Non, avec le régime iranien, nous n'avons aucune, et d'ailleurs il nous rend bien la monnaie de notre pièce,
parce que nous n'avons aucune sorte de sympathie, ni pour eux, ni de près, ni de loin, et dans aucune de leurs activités. J'ai d'ailleurs dit notamment qu'un régime dont le premier chef dit qu'il va rayer de la carte un État voisin, en l'occurrence il s'agissait d'Israël, ne peut pas mériter autre chose que notre mépris et notre volonté de le voir dégager le plus vite possible. Nous sommes opposés à tous les régimes théocratiques, tous, sans exception, et je n'en ferai pas la liste pour me fâcher avec le moins de monde possible dans cette salle, parce que je crois que j'en ai déjà assez fait. Tout à l'heure avec les Émiratis, à qui je tiens à répéter que je n'ai aucune querelle avec eux, mais s'ils veulent bien les espionner plus loin, ça nous arrangerait. Merci, M. Mélenchon. J'indique que nous avons eu un contact avec le garde des Sceaux, que l'audition est reportée d'un quart d'heure. Ce n'est pas une raison pour que les questions et les réponses soient plus longues. Monsieur Saint-Toul pour le groupe LFI. Rien, faut pas ah pardon, excusez-moi. C'était ce qu'on m'avait indiqué. Autant pour moi. Mille excuses, Monsieur Lachaud. Pardon. Merci, Monsieur le Président. Vous êtes tout excusé, évidemment. Monsieur le Président Mélenchon, nous sommes ici, nous le savons, sur l'injonction de la droite extrême et de l'extrême droite qui prétendent vouloir mettre au jour les liens existants entre les représentants de mouvements politiques et des organisations et réseaux soutenant l'action terroriste ou propageant l'idéologie islamiste. Chacun sait de quoi il retourne en réalité. Jeter l'opprobre sur la France insoumise et ressasser une énième fois les fantasmes islamophobes qui dominent aujourd'hui le débat public. Une farce qui ne mériterait que le rire et le dédain si elle n'avait pas pour conséquence de livrer des millions de nos concitoyens de confession musulmane au soupçon et à la vindicte en les amalgamant à une menace intérieure. Les précédentes auditions ont déjà permis de dégonfler le soufflet en établissant que ces élucubrations n'ont aucune base factuelle. Le directeur général de la sécurité extérieure, Nicolas Lerner, a ainsi déclaré qu'il n'y avait pas d'éléments prouvant des connivences structurelles au sens de plan d'action, de programme, d'échéance, d'agenda commun entre les partis politiques et la mouvance islamiste. L'absence du moindre fait incriminant étant désormais établie, nos débats de ce jour ont quant à eux la vertu de dissiper certains des présupposés intellectuels qui sous-tendent cette chasse aux sorcières. Car tous ces fantasmes, tantôt le communautarisme, tantôt le séparatisme, tantôt l'entrisme, on ne sait plus trop, reposent sur des idées fausses quant à la réalité du fait religieux autant que du principe de laïcité. C'est sur ce plan que je voudrais vous interroger, Monsieur le Président, en vous demandant donc quelle doit être, selon vous, en République, la place de la religion et son rapport avec le politique, et que pensez-vous de la thèse développée sous diverses nuances d'une certaine gauche néoconservatrice jusqu'à l'extrême droite, selon laquelle la religion musulmane poserait une question spécifique, voire, comme le disent certains idéologues islamophobes, serait incompatible avec la République. Je vous remercie. Merci, Monsieur Lachaud. Simplement pour dire, vous avez pu citer des extraits de compte rendu, je pourrais vous en citer d'autres qui montrent, qui ont été faits quand même par des hauts fonctionnaires qui travaillent chaque jour à la sécurité de notre pays et qui montrent qu'il y a effectivement un risque d'entrisme islamiste dans notre pays et qu'il y a besoin d'une sensibilisation particulière à ce sujet. Monsieur Mélenchon, en réponse à Monsieur Lachaud. Monsieur le Président, vous parlez d'or. Monsieur Hugues Bric, directeur du renseignement de la préfecture de police de Paris, a dit la chose suivante devant vous. En revanche, après avoir dit que l'ultra-gauche, je ne sais plus où on nous classe aujourd'hui, parce que nous sommes passés de gauche à gauche radicale, extrême gauche, suivant les humeurs de ceux qui nous s'adressent à nous dit, l'ultra-gauche est totalement absente lors de ce qu'il appelle les émeutes et les violences urbaines. En revanche, dit-il, une certaine frange de l'ultra-droite négationniste se rapproche par antisémitisme pur, de certains islamistes ou référents religieux islamistes qui tiennent des propos antisémites. Bon, alors voilà, ça c'est pour confirmer à la fois ce que vous dites, Président, et ce que vient de dire M. Bastien Lachaud. Nous n'avons naturellement rien à voir avec tout ça, et s'il arrivait qu'ici ou là on constate le contraire, je serai le premier à le condamner. Je viens sur la phrase, je sais qu'il faut se hâter, mais je ne peux faire moins comme intellectuel, si vous le permettez, me perchant sur ma pauvre petite licence de philosophie qui impressionna tant mes parents, que de vous dire la chose suivante à propos de l'islam. L'islam est une religion et comme toutes les religions, on peut considérer qu'elle pose un problème au pouvoir politique qui veut se tenir à distance d'elle. Nous autres Français, nous avons commencé avec Philippe le Bel. Je ne vous raconterai pas l'histoire, mais le pape Boniface VIII a eu cher à connaître de son opposition au roi de France qui ne voulait pas qu'il se mêle de ses affaires. Dans l'immédiat, je sais que l'esprit des Lumières, la pensée qui a cheminé de la Renaissance jusqu'à la Grande Révolution, doit à l'islam
et aux docteurs de la foi islamique. Je pense à Averroès, qui c'est pas son nom, c'est le nom qu'on a latinisé pour éviter d'avoir à citer un arabe dans nos sources. Averroès est le premier qui va dire, et nos intellectuels à nous au Collège de France disent qu'il fait partie des fondateurs des Lumières. À mon avis, c'est un peu exagéré, mais j'ai compris ce qu'il voulait dire. Pourquoi? Parce qu'Averroès est le premier qui dit, à la consternation des chrétiens d'Occident, qui viennent, étant entrés par les croisades en contact avec les musulmans, ont ramené des sciences qu'on trouve avec sa tête. Les mathématiques, la physique, la chimie sont consternés. Comment peut-il y avoir deux vérités? L'une qu'enseigne le livre et la religion, et l'autre qu'on trouve avec sa tête. Eh bien, Averroès règle ce problème, et il dit « La vérité est une et indivisible, mais on y accède par des chemins différents. » Il cite la rhétorique, la philosophie et la foi. Et Averroès, avec d'autres conséquences, étend son raisonnement. Au départ, il s'agit d'un jugement religieux, ça n'a rien de philosophique, qui va pénétrer, travailler toute la pensée naissante à partir de la Renaissance. Et ce n'était pas un compliment à l'époque de se faire traiter d'avéroïste, parce qu'il y a des écoles musulmanes qu'on dit ce type-là est lui-même un hérétique. C'est dire que dans toutes les religions, il y a beaucoup de discussions. Mais Averroès fait partie prenante totalement de la culture des Lumières françaises. Je dis bien les Lumières françaises, parce que les Lumières françaises sont particulières, comparées à celles des Pays-Bas, comparées à celles des autres pays. Les Lumières françaises ont pu déboucher sur la loi de 1905, qui n'est pas un athéisme d'État. Eh bien, il faut que nous soyons capables, quand on entend tant d'horreur, d'être capables de reconnaître les liens idéologiques qui nous ont bâtis en tant qu'humanité, tels que nous sommes aujourd'hui, tous autant que nous sommes. Voilà pourquoi je ne dirais pas l'islam est incompatible avec la République, parce que si vous allez par ce chemin, bien des choses sont incompatibles avec la République. Mais c'est si on a de la République une vision fermée et non pas la vision de la liberté qu'elle porte. La République, c'est d'abord la liberté et la souveraineté du peuple. Ce seront mes mots pour vous dire, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, je suis certain que c'est nous tous, les laïcs, qui aurons le dernier mot dans ce pays, comme d'habitude. Merci pour alors, deux questions de collègues. Madame la Présidente Panot, puis Monsieur Saint-Oul, je vous propose de les faire dans la foulée, qu'on puisse tenir les délais. Merci Madame la Présidente Panot. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président Mélenchon. En 2013, deux figures du Front populaire tunisien qui étaient à la fois vos amis et nos compagnons de route, Chokri Belaïd puis Mohamed Brahmi, ont été assassinés par des islamistes. Vous aviez déclaré alors: quand les islamistes tuent, ce sont souvent les nôtres qui meurent. À l'époque, vous vous étiez rendu en Tunisie à la mémoire de Mohamed Brahmi et de ceux qui ont payé de leur vie leur combat contre le fanatisme en solidarité avec le peuple tunisien. En 2019, alors que vous étiez président du groupe parlementaire Insoumis, je me suis rendu avec Daniel Obono au Rojava pour apporter notre soutien au peuple kurde en première ligne contre Daesh et les milices djihadistes. Leur contribution à ce combat mérite une nouvelle fois d'être saluée. Aujourd'hui, certains nous accusent de proximité avec ceux que nous avons toujours condamnés sans ambiguïté, ceux qui ont tué nos amis. Évidemment, ces mêmes odieux ne disent absolument rien quand, par exemple, c'est Lafarge qui, en ce moment, se trouve en procès pour financement de terrorisme. Or, celui qui a mené les négociations entre Lafarge et Daesh est un ancien candidat du Front National. Idéologiquement, tous hiérarchisent les vies humaines et défendent l'inégalité comme principe. Ma question est donc la suivante, au regard de votre engagement auprès de ceux qui sont en première ligne contre les fanatiques partout dans le monde. Quel est selon vous le contenu politique du procès stupide mené contre vous, contre nous, aujourd'hui, alors que l'extrême droite a la faveur des médias de masse? Merci Madame la Présidente Panot. Monsieur Saint-Oul. Et puis il y aura Madame Tanguy aussi qui veut poser une question. Monsieur Saint-Oul. Merci Monsieur le Président. Monsieur Mélenchon, je vais vous poser une question assez simple en réalité. D'abord rappeler que cette commission d'enquête n'a pas bénéficié des lumières de tous les savants les plus autorisés en réalité sur la question de la représentation politique des musulmans. Je note les absences de chercheurs très reconnus dans leur domaine, Franck Frégosi, Margot Dazet, Awa Senier, qui sont des personnalités qui pourtant font autorité. L'une d'elles, que j'ai citée, Madame Dazet, dans son travail de thèse, caractérise la position de l'UOIF, l'une des principales organisations des musulmans de France, selon trois traits: la loyauté nationale, la déférence politique et la discrétion religieuse. Alors, comme notre rapporteur a évoqué tout à l'heure la question de l'islamophobie, de l'usage du mot islamophobie, est-ce que vous diriez que cette
caractérisation par la loyauté nationale, la déférence politique, la discrétion religieuse est un point de vue scientifique ou une manifestation d'islamo-gauchisme? Et quel est le sens que vous donneriez éventuellement à ce mot? Merci, Monsieur Saint-Toul. Madame Tanguy. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Mélenchon, j'ai une question très simple. Que faisait le député de la France Insoumise, Thomas Porte, le 6 octobre 2023, soit la veille des massacres menés par le Hamas contre des civils israéliens en Égypte, aux côtés de Abou Ami Elewa, qui dirige une association française humanitaire, héritière du comité de bienfaisance et de secours aux Palestiniens, jugé proche des frères musulmans par les services de renseignement français et visé par une enquête du parquet national antiterroriste pour ses liens présumés avec le Hamas. Alors, que faisait votre député en réunion avec cet homme à la frontière de Gaza, à 2 km du lieu où ont lieu le lendemain ces actes terroristes d'une ampleur et d'une brutalité sans précédent? Monsieur Mélenchon, cautionnez-vous la proximité de votre député, comme celle d'autres cités par ma collègue Prisca Thévenot et certains de vos militants, avec l'islamisme politique et à travers leurs liens avec l'Organisation des frères musulmans, leur volonté de pénétrer le champ politique français? Merci. Merci, chers collègues. Juste pour vous dire que dans les noms que vous avez cités, cher collègue Saint-Toul, nous avions contacté deux des chercheurs que vous indiquiez, M. Frégori et M. Séniquet, voilà, pour vous dire, et qu'ils n'ont pas donné suite à notre contact. Voilà. Donc, M. Mélenchon, vous, en réponse aux trois collègues qui vous ont posé des questions. Je vais m'efforcer d'être aussi succinct que possible. On a évoqué les luttes que nous avons menées ensemble, Madame la Présidente Panot, dans des circonstances qui ont forcé mon admiration pour votre courage et celui de Madame Obono, parce que pour vous rendre au Rojava, où se trouvait un gouvernement provisoire, féministe, écologique, socialiste, vous avez dû traverser tout l'Irak, en passant par la zone où vous n'aviez pas que des amis, du Kurdistan, je mets des guillemets car je ne veux pas me fâcher avec la République d'Irak, irakien, qui est plutôt favorable aux thèses islamistes, puisque les dirigeants kurdes pratiquent la religion et la mettent au pouvoir. Et il faut traverser tout ça pour aller de l'autre côté manifester notre soutien. Je demande qu'on nous entende parce que nous sommes capables de ça. Et je ne sais pas si vous avez beaucoup de partis politiques qui peuvent établir la même liste que nous d'actes qui ont été accomplis de cette ampleur et de cette vigueur. De même, je me trouvais aux côtés de la famille de Choukri Belhaïd en Tunisie, 48 heures après qu'il ait été assassiné. Et quand je suis venu, le sang était encore là, ainsi que les fleurs dans le village, dans cette partie de la cité. Nous sommes partis en cortège manifester. Je suis retourné pour les 40 jours, à la fin des 40 jours de deuil de Mohamed Brahmi, autre dirigeant du Front populaire tunisien. Et je l'ai fait cette fois-là sur la recommandation de bien des gens, entouré d'un service d'ordre qui est exceptionnel et rarissime de ma part, français, de police française, parce qu'on pensait qu'un Français venant défendre une position pareille n'était pas en sécurité pour cette célébration. Je ne mets pas en avant mon courage, parce que dans cette situation, c'était simple, je me sentais sous la protection des Tunisiens eux-mêmes. Mais combien d'autres exemples de cette nature pourraient être donnés? Je vous en fais grâce. Mais je voudrais vous rappeler que sur la question de la compromission de Lafarge, qui a payé Daesh, nous avons été la seule force politique pendant de très longs mois à mener la bataille dans une indifférence glacée assez générale. Et pourtant, nous n'avons pas lâché prise, et je me réjouis de savoir qu'en ce moment même a lieu le procès des responsables. Souvent, il en a coûté, voyez-vous, Président. Quand j'étais ami par hasard, ces choses-là nous arrivent dans la vie, j'étais ami par hasard avec un officier supérieur de l'armée algérienne, Mohamed Boukobza, qui avait écrit un magnifique livre sur les événements en Algérie. Et je me suis trouvé là-bas quelques jours avant, quelques semaines avant les élections. Et nous avions sympathisé tous les deux. Bon, c'était un militaire et un intellectuel, et bon, on n'était pas exactement sur les mêmes positions politiques. Mohamed Boukobza a été égorgé sur le pas de sa porte, ayant sa fille à la main.
Et j'en ai conçu une colère terrible qui ne m'a toujours pas lâché contre la lâcheté d'un tel attentat, qui a résonné en moi lorsque Paty a été assassiné, et ainsi de suite. Chaque fois, je retrouve cette même rage contre cette manière de se comporter, cette barbarie absolue. Mais voyez-vous, quand a été signé un accord sous l'autorité des autorités religieuses catholiques, qui ont fait leur travail, je ne leur reproche pas, à Sant'Egidio, ça s'appelait les accords de Rome, auxquels une série de forces politiques plus ou moins importantes de l'Algérie avaient cru bon d'apporter leur signature. Et je pense en particulier à quelqu'un qui a été un ami et pour qui j'ai eu beaucoup d'admiration également, aussi Naït Ahmed, qui a été le fondateur des forces socialistes, du Front socialiste en Algérie. Aussi a signé. Et je lui ai dit que moi, jamais je signe quoi que ce soit avec des fascistes et avec des égorgeurs. Et nous nous sommes fâchés alors que nous étions amis et que je l'admirais, et que je l'admire toujours. Et nous ne nous sommes plus jamais parlé, hélas pour moi. Parce que jamais je n'ai approuvé, si peu que ce soit, la moindre compromission ni la moindre concession dans une lutte où, comme l'a dit la présidente, quand ils tuent, c'est souvent nous. Mais pas que nous, en tant que militants politiques. Ce sont des musulmans qui sont assassinés. À Nice, il y a des musulmans parmi les morts en nombre qui étaient là parmi tous les autres. Je ne sais pas s'il y en avait au Bataclan, mais je peux vous dire que chaque fois qu'une bombe explose dans tel ou tel pays, c'est souvent des musulmans qui sont les premiers à mourir. Dès lors, la haine que je porte à ces assassins, elle n'est pas sur une base religieuse et elle ne trie pas dans les victimes. Je voulais le dire. Alors, madame, après, je trouve votre question, madame Tanguy, bien sûr, vous me la posez, je le comprends, mais franchement, on peut faire mieux, quoi. Monsieur Porte se trouvait là-bas, vous dites à la frontière. Ben oui, il était à la frontière, il avait l'intention de la passer. Donc, il était là-bas pour passer la frontière. C'était 2 jours avant l'abominable crime du 7 octobre, les abominables crimes du 7 octobre. J'espère que vous ne sous-entendez pas qu'il était au courant ou qu'il venait pour les présider. Non. Il se trouvait là, que voulez-vous, ça arrive qu'on se trouve à côté d'un endroit où il se passe des choses épouvantables. J'étais dans Paris à l'heure des assassinats du Bataclan. Je n'ai rien pu faire d'autre que ce qu'a fait tout le monde, c'est-à-dire avoir peur et pleurer beaucoup. Ben là, c'est pareil. Alors le type qui est à côté de lui est monsieur Machin, qui est monsieur Bidu. Bon, très bien. Si c'est un personnage qui n'est pas fréquentable, ne le fréquentons pas. Mais à l'époque, Thomas n'en sait rien du tout. Il y a un type qui est à côté de lui qui lui dit qu'il va l'aider à passer la frontière. Voilà tout. Alors il peut se trouver qu'à certains moments, on se trouve à côté de gens qu'on n'a pas envie de fréquenter. Je pense que c'était le cas. De même, me suis trouvé, moi, des fois, dans des manifestations avec des huluberlus. Et pas seulement, je ne parle pas seulement de questions religieuses, je dis des huluberlus au sens le plus radical du terme, portant des pancartes étranges. Franchement, vous n'avez jamais été dans cette situation, vous ? Ben, vous êtes bien embêtés. Voilà. Mais si, il y en a qui manifestent. Attends, regarde le mariage pour tous, ils y étaient tous. Et là, vous étiez tous avec des islamistes, ça vous a pas dérangé. Bon, ben, on comprend. Ils défendent des vues sur la famille qui sont plus proches des vôtres que des miennes. Et alors, bah, on est tous du même pays, non? Alors on se déteste le reste du temps, mais il y a des moments où on fait la pause. Moi, madame, jamais je vous accuserai d'être complice de qui que ce soit qui tire sur les autres. Ben, ce pauvre Thomas Porte, vous le voyez, en train d'être complice d'un meurtre aussi épouvantable, des assassinats qu'il y a eu le 7 octobre, bien sûr que non. Si nous ne faisons pas preuve de raison entre nous, alors nous sommes perdus. Parce que nous allons commencer à nous dévorer au lieu d'essayer de voir comment on peut faire. Et si quelqu'un commet une erreur ou a une mauvaise fréquentation, on le lui dit. Et si vous n'en êtes pas content, vous dites, mais celui-là, il ne cède à rien, je vais téléphoner, s'il vous plaît, pas à moi, parce que vous me dites votre député. Non, pardon, c'est pas le mien, c'est celui du peuple français qui l'a élu. C'est pas mon député, c'est mon camarade. Voilà ce que je peux vous dire. Je vous invite tous à la raison. Une dernière question, mais qui prolonge un peu ça, parce que dans les auditions, on se rend compte qu'il y a effectivement un certain nombre de témoignages, de faits qui sont donnés, où il y a la présence d'élus, de collègues députés ou d'élus locaux qui se retrouvent dans des manifestations. Il y en a eu une en octobre 2024 qui était organisée par Urgence Palestine et dans laquelle un animateur, un organisateur de cette manifestation indiquait qu'il fallait continuer à être, en parlant à la foule qui était là, ce déluge d'Al-Aqsa. Le déluge d'Al-Aqsa, c'est effectivement ce qui s'est passé le 7 octobre. Bien sûr, les collègues qui sont là, ce ne sont pas eux qui ont prononcé ces mots. Mais on a quand même une responsabilité. Soit de partir, déjà, si on n'est pas d'accord, soit ensuite de faire un débriefing pour que ça ne se recommence pas. Donc vous, au niveau
du parti que vous avez fondé. On a bien compris que vous n'en avez plus la responsabilité directe, mais on ne doute pas de l'influence que vous avez encore à l'intérieur. J'espère bien, moral au moins. Voilà, au moins moral, à minima. Et donc, quel retour vous faites de ces expériences? Parce qu'effectivement, quand le président Chirac a entendu la Marseillaise être sifflée au Stade de France, il l'a quitté parce que c'était inconcevable. Quand vous entendez des propos qui flirtent avec l'apologie du terrorisme, vous ne pouvez pas rester sur une estrade. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous comprenez ou pas? Évidemment, Monsieur le Président. Que croyez-vous qui se passe? Je ne vais pas vous raconter les secrets des préparations de manifs, mais c'est des prises de tête dont vous n'avez pas idée. Sur ce que l'un ou l'autre va dire ou ne pas dire, est-ce qu'on n'acceptera pas, et ceci et cela, et qui on ne veut pas. Bon, on s'en débrouille. Quand quelqu'un mord le trait ou ne respecte pas les autres, on le prend d'abord pour un manque de respect. Si c'est pas ça dont on est convenu. Donc nous ne venons pas à une manif pour entendre des choses pareilles. Bon, on se le dit entre nous, on tâche de le régler. Mais je ne connais pas un insoumis, une insoumise, qui a trouvé que tout ça était écoutable et supportable et que ça lui convenait parfaitement. Ça n'existe pas, Président. Croyez-moi si vous voulez ou pas, mais je vous dis, ça n'existe pas dans nos rangs. Moi, je ne vous cherche pas querelle sur la présence d'islamistes féroces qui étaient présents aux manifs du mariage pour tous, parce que je sais très bien que ce n'était pas votre sujet. Ceux qui étaient contre le mariage pour tous l'étaient pour des raisons morales, politiques, ce que vous voulez, philosophiques, religieuses. Et ma foi, je ne suis pas d'accord avec, mais jamais j'irai vous embêter parce que vous pensez ça. Et je ne fais pas le reproche de ceux qui s'y trouvaient, car je suppose que si j'en faisais la liste, vous seriez aussi embarrassé que je le suis moi quand vous m'évoquez tel ou tel. Moi, les seuls qui me conviennent politiquement, c'est les miens. Alors bon, je fais un effort pour tous les autres. Et pour certains, non, l'effort est trop grand. Alors on va leur dire, écoutez, vous abusez. On n'est pas venu là pour que vous nous fassiez endosser vos positions, parce qu'après, on va se retrouver dans une commission d'enquête où on va nous demander ce qu'on pense de ceci et de cela, alors qu'on y est strictement pour rien. Président, je ne peux pas faire mieux que de vous dire que nous faisons de notre mieux. Et je suis sûr que vous-même, vous en faites autant à l'égard des excessifs qui sont aussi dans vos rangs. Monsieur Mélenchon, je vous remercie pour ces éléments. Votre audition, je crois, a été utile. Il suffit de voir d'ailleurs par la présence de nombreux collègues qui sont ici présents. Mais chers collègues, je vous remercie. On va suspendre la séance pour quelques minutes et nous allons retrouver pour auditionner Monsieur Gérald Darmanin, garde des Sceaux. Je vous remercie.